Bonjour, vous et bienvenue sur votre podcast d'actualité jeux vidéo préféré, Singe Pourpre Podcast. On revient après une petite semaine d'absence. C'était compliqué, on était un petit peu tous et toutes en vacances informelles et ça a été compliqué de se réunir. Puis il y avait la fatigue. On était malades aussi. On était malades, c'était une semaine compliquée. Il y a eu une semaine compliquée. Hein. Ouais, donc cette fois c'est bon, on est réunis, alors pas tous, parce que cette fois-ci c'est Brandon qui est en vacances impromptues. Mais on est presque tous là. Coucou Elena. Salut. Coucou Quentin. J'ai 3 secondes pour vous dire que la barre ovomaltine. Bonjour. Et coucou Victor. Coucou. Ça va ? Ça va. Vous allez tous bien ? Oui. Mais ça on est un peu bien. en ancien format. Pourquoi ? Ah oui, parce saison que une. oui, il manque vu qu'il manque Brandon. C'est ça. On est comme à l'époque. C'est ça. À l'ancienne. Tu te souviens comme j'étais beau à l'époque ? Tu te souviens ? Le temps passe vraiment comme des voitures. L'année dernière, je n'avais que 32 ans, alors qu'aujourd'hui j'en ai 33. Waouh, méfie-toi, hein, c'est un âge un peu... Moi j'ai 27 ans, toi t'as 33 ans, il faut qu'on se méfie. Et si on faisait le bilan ? Bah justement, ça tombe bien, le bilan de ces 2 semaines qui sont passées, on va peut-être pouvoir commencer, parce qu'il y en a deux vidéos sur Iconoclast qui sont passées. On a eu des défis débiles, écrits et montés par Mage. C'est moi. Oui, c'est toi que je regarde. Il a pris le temps de réfléchir à cette affirmation. Ça fait quand même. Je me dis bon, le temps passe effectivement. Non, j'avais la musique dans la tête, donc c'est votre faute. Hein. Exploits inutiles. Exploits inutiles, des joueurs, petite mise en scène. On a sorti tout ce qu'on savait faire, hein, tout ce qu'on a appris à faire pendant des années. Oui, mais c'était avant aussi qu'on se dise, on va peut-être se recadrer un petit peu. Donc c'était l'ancienne. On va dire que c'est la dernière d'une série de vidéos qui pour les mises en est scène un peu vague. Non, mais je veux dire sur le sujet. Oui, les mises en scène, on va en faire d'autres. Oui, les mises en scène, on fera d'autres, mais effectivement, sur des sujets plus précis à l'avenir. Je crois qu'on va arrêter de faire les mises en scène à la Karim Debache aussi. Ça a été un peu moyennement reçu, on va dire. C'est surtout que, en fait, si ça avait été tièdement reçu, j'aurais continué. Oui. Là, le problème, c'est que j'ai reçu des messages de haine, donc au bout d'un moment, moi, je suis humain. J'ai reçu des messages de haine. Non, mais bon, c'était aussi beaucoup d'efforts pour une réception beaucoup trop tiède, alors que les mises en scène nous prennent vachement... en termes de temps, partie de travail en plus dans le workflow. Oui, voilà. Alors que ce qu'on fait, là, ce qu'on s'amuse à faire, c'est quand même un peu plus drôle, je trouve, et ça se passe plus vite. Voilà, et puis si on a des idées, on les met. Si on en a pas, bon, c'est pas grave. Hein. Après, c'est surtout un budget costume. Hein, disons qu'en fait, les costumes du local sont pas avec nous, donc c'est le problème. Ouais. C'est le problème. Mais bon, passons. Voilà, la vidéo est là, mais c'est pas la seule vidéo qui est sortie. Non, du coup, on a essayé de recadrer un petit peu notre manière de faire, et on a pris un risque quelque part qui s'est avéré payant. Donc c'est un peu encourageant, on va dire, dans les difficultés qu'on rencontre en termes de vues, parce que on en avait parlé la dernière fois. On essaye de se retrouver un style et de se retrouver un petit peu dans la boucle YouTube. Et je voulais écrire mon test sur Mario Wonder. Test qui à la base était prévu pour Singe Pourpre. Voilà, et je me suis dit non, j'ai envie d'en faire un essai parce que je trouve que le jeu quand même il est assez incroyable sur plein de points. J'en parlerai dans à quoi on a joué d'ailleurs. Et du coup ça a pris tellement d'ampleur que c'est parti sur Iconoclast. J'ai réussi à caler un petit peu, tu vois, plein de petites anecdotes sur les développements des jeux, mais aussi sur les précédents Super Mario Bros. Ouais. Donc les New Super Mario Bros. Et j'en ai fait une vidéo sur Iconoclast et ça a bien marché. C'est surtout, ça vient solidifier, on va dire, un nouvel élan qu'on prend après la débâcle Star Ocean. Disons que ça fait un format de vidéo dans lequel on livre quelque chose de plus personnel. Ouais. Il y a quand même de l'analyse en dur dedans, tu vois, mais c'était intéressant. Il y a beaucoup de recherches, j'ai fait beaucoup de recherches dessus, de choses très intéressantes d'ailleurs sur l'histoire de Nintendo. Ça faisait longtemps que j'avais pas dédié une vidéo à un jeu Nintendo. Par ailleurs, parce que ça c'est un truc qui est rigolo, mais c'est à chaque fois que je fais une miniature avec du Nintendo dedans, il y a toujours 3-4 mecs qui viennent me dire « Ah mais tu changes jamais, tu parles tout le temps des jeux Nintendo. » Je dis « Connard, je l'ai pas fait depuis 2 ans, au bout d'un moment, tu peux cliquer sur autre chose que des jeux Nintendo aussi. » En vrai, ça me fait mourir de rire, parce que c'est quand c'est toi qui dis ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo dédiée à un jeu Nintendo. Ok, Jean Zelda. Ça fait très longtemps, mais c'était l'époque. Moi, ça m'emmène sur la route de la mémoire. Ça fait 4 ans que j'ai quitté Trash. Ouais. Et quand j'ai quitté Trash, ça faisait déjà 2 ans que j'avais pas fait de vidéo sur Zelda. Les chronologies, voilà, elles ont 6 ans. C'est fou, hein. Elles ont entre 5 et 6 ans.
Moi, je me rappelle de l'époque des icônes, je me rappelle... Waouh. Sur Singe-Pourpre, nous avons eu le droit à des Hidden Gems DS, donc les perles de la Nintendo DS par Bah, moi... le cul. Ouais, c'était c'est un type de vidéo qu'on n'avait pas fait. À la base, on le faisait il y a quelques années sur Iconoclast. Ouais. Et moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Souvent, je prends du temps pour aller chercher des jeux un peu... Je vais chercher des jeux cachés sur les consoles, comme je vais chercher des bonnes bouteilles de vin quand j'invite des copains. Et on joue à des jeux parfois un petit peu étranges, parfois très très bien. Et je pense que je vais en faire plus à l'avenir parce que ça a été très bien reçu. J'ai pas envie de m'avancer sur la prochaine vidéo Singe-Pourpre parce qu'on a pris un petit peu de retard, vu que je me suis un peu flingué sur Super Mario Wonder qui était censé être du Singe-Pourpre. Bah, bravo. J'ai un peu du mal à faire la suite. Il y aura un test quelque part, mais il y aura peut-être pas de vidéo. Peut-être que je mettrai l'autre Hidden Gems d'étagère sur le jeu GameCube. Peut-être. Qui a été corrigé, je pense. Depuis, Oui, elle a été corrigée. Je l'ai réuploadée. Mais on a plusieurs sujets en préparation, normalement, mais pour cette semaine, on ne sait pas encore. Voilà. On va passer directement sur la suite avec le point abonnement. Aujourd'hui, vous êtes un peu moins de 259 abonnés payants pour un total de 325 non payants. Parce que maintenant, il y a une dichotomie. Non, total de 325. Oui. Donc, je comprends pas. Il y en a 100. On a 325 abonnés en tout. Ouais. Sur ces 325 abonnés, il y en a 259 qui sont payants. Ce qui signifie que 325 il y en a 75 à peu près qui payent pas. Okay, d'accord, explique-le-moi comme si j'avais 50 ans. En fait, il y a eu des changements sur Patreon et c'est un peu compliqué. 66. Surtout, moi, perso, j'ai du mal à comprendre un peu. Bon, je vois l'intérêt que tout le monde peut suivre, du coup, maintenant, les gens sur Patreon, peu importe s'ils donnent ou pas, reste, du coup, comprendre si on peut proposer au moins un petit suivi pour les personnes qui nous suivent, qui veulent juste être là, voilà, qui veulent montrer leur soutien et qui veulent... ne serait-ce qu'être présent, c'est déjà une belle forme de soutien. C'est ça, hein. Parce que nous, ça nous fait plaisir de vous voir aussi nombreux. Ah oui, de fou. Donc voilà. Voilà. Donc merci pour votre soutien. Je vous rappelle que le soutien au Patreon, c'est un accès aux vidéos un petit peu en avance, à des podcasts quand il y en a. Je sais, il faut qu'on reprenne, qu'on les remette en ligne. Surtout ceux qui étaient déjà diffusés, il faut que je les remette en public. Rassurez-vous, a priori, le prochain est écrit. Ouais, mais il n'y a plus qu'à enregistrer, pas de souci. On essaye juste de reprendre le contrôle sur les perturbations qu'on a dû affronter ces dernières semaines. Les deux premiers mois de l'automne, c'était pas facile, question organisation. On a dû tout revoir comment on produit tout ce qu'on vous propose. C'est la fin de Nevali en fait qui nous a un peu, en termes organisationnels, si on a réussi à dépasser les difficultés techniques, on va appeler ça comme ça, grâce à votre soutien d'ailleurs. Donc merci à toutes et à tous encore une fois pour le soutien que vous nous faites. Mais si financièrement ça va nettement mieux, il faut savoir qu'en termes d'organisation, on a un workflow qui est complètement différent d'avant. Oui. Que c'est Elena qui s'occupe maintenant quasiment à 100% de faire ces recherches-là en termes de sponsors, en termes de placement, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Oui, ce qui fait que les monte, donc ce qui fait que je soutiens un peu moins en termes de production pure des montages, etc. Et que ça reste un peu plus compliqué à gérer de manière générale, quoi. Voilà. Donc, mais on va essayer de reprendre. On va faire ce qu'on peut, en tout cas. Surtout qu'on a envie de le faire. Et surtout qu'on a envie de le faire, effectivement. Du coup, comme on a une semaine de retard sur le podcast, enfin, quand on a fait une semaine de trou, je suis désolé, on va pas lire les commentaires parce qu'on a un peu perdu l'instantanéité, on va dire, de ce que ça a été. Mais merci quand même d'avoir commenté le podcast précédent. Et puis là, on est tous pris par Final Fantasy XIV. Voilà, je l'ai dit. Voilà. Oui, d'ailleurs, on joue beaucoup à FF14. Il y a tout un channel qui a été créé par Théogal sur Road to Bahamut pour aller battre Bahamut avec les gens qui découvrent le jeu. Donc, big up à Wes, big up Nicolas, big up Théogal, big up Hog, Sokanera et tous les autres qui jouent à Final Fantasy XIV avec nous. Hier, tout juste hier, au moment où on enregistre, on est le jeudi 9 novembre, hier, donc le 8, on a fait une session de raid avec... De raid ou de donjon? Les deux. On a fait des défis, des donjons et des raids. Vous avez fait quoi comme raid? Alors pour moi, on a fait le premier raid de Tour de Cristal. Ok. Qui est important pour l'histoire. Ouais, je vois tout à fait. On a fait le roi Mog en brutal. J'aime beaucoup ce boss, le roi Mog. Il est rigolo. Et puis la musique est super. En termes de design, je crois que la musique c'est un plagiat éhonté de je sais plus quoi. Mais Halloween. Halloween. Oui, je crois que c'est ça. C'est complètement ça. Non, ils ont fait 2 heures, ils ont fini après minuit, ils ont tout défoncé, ils étaient contents. On n'a pas fait du temps que ça. Hein. Moi je suis parti, j'ai été raisonnable. Ils ont fini tout juste après minuit. Voilà. Donc merci beaucoup pour nous avoir accompagnés là-dessus. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord.
l'accès au Discord d'ailleurs, qui fait partie des bientôt l'accès à la guilde dans les contreparties. Oui, ça a été compliqué d'ailleurs, parce que l'accès à la guilde, c'est pour les utilisateurs payants. Ouais, non, mais il y a un méta-narratif Final Fantasy XIV que vous allez découvrir qui est exceptionnel. Bah, je t'en prie, vas-y, méta-narratif. À quoi tu jouais, Quentin, cette semaine? Alors, cette semaine, je commence par dire les trucs inattendus. Moi, j'ai relancé Wario Land. Ok. Ouais, Wario Land sur Game Boy, le Mario Land 3, là, que je trouve très sympa, mais qui se finit en quelques heures. Là, c'est un jeu de l'enfance. C'est moi qui l'avais sur ma Game Boy. J'ai juste relancé cette petite session. Je n'en arriverai pas au bout, mais c'est parce que je l'ai déjà terminé de multiples fois quand j'étais petit. Et c'est fou à quel point j'adore Wario. Il me rend heureux, même si la formule, là, elle est plus jeu de plateforme. C'est pas particulièrement défini à ce moment-là. C'est une étape de l'évolution de Wario qui nous amène doucement jusqu'à Wario Land 4, qui est le meilleur jeu de la GBA. Mais c'est un autre détail. Enfin, le meilleur jeu de la GBA derrière Mover 3. Mais c'est un autre détail. Bref, autrement, j'ai fini Lies of P. Enfin, j'ai fini Lies of P. Je suis sorti d'une relation toxique avec Lies of P. J'ai fait tout le jeu. Ouais. Je suis arrivé jusqu'au boss final. Et au boss final, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais fait, j'arrivais à faire le combat, et puis là, il a sorti une phase 2. Et j'aurais pu apprendre la phase 2. C'était pas si dur que ça. Je suis allé voir sur internet, les gens font des builds dans lesquels en fait essentiellement tu cheeses ses attaques, parce que quand t'as le bras bouclier, si tu bourres la touche de garde, t'as des gardes parfaites sur tous les coups. D'accord. Et je me suis revu, j'ai mis en perspective tout ce que j'ai fait dans Lies of P, tous les boss, où je me suis dit, je vais le cheese, je vais refaire des trucs, je vais refaire des machins. Je me suis souvenu de maintenant un truc comme 20 heures, où je vais passer à courir et à pas vraiment m'amuser, et à me dire essentiellement, pendant 90% de la progression en jeu, que Lies of P me rappelle que j'aime Bloodborne, et que les Souls, si c'est pas From Software, ça ne m'intéresse pas. Alors, oui, je commençais à faire des travails concluants sur la phase 2 du boss de fin, mais je me suis dit, vas-y, nique sa mère, je joue à Final Fantasy XIV. J'en arrive donc à Final Fantasy XIV. FF14, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a deux teams. Il y a la team on a payé pour le jeu et la team essai gratuit. Je ne suis pas un... Tu l'as pas dit de manière complète. Il y a la team essai gratuite jusqu'au niveau 80 avec Stormblood et Heavensward, deux extensions qui ont été acclamées par la critique. Oui, on connaît tous le copy-pasta de la pub de Final Fantasy XIV, mais plus sérieusement, c'est un jeu, moi je l'avais commencé un petit peu, hein. Il y a des gens qui peut-être écoutent le podcast, qui ont joué avec mon premier personnage qui s'appelait Jean-Luc Godard, le Lalafell moine. Et c'était très sympa, mais c'était un moment où je passais les cinématiques, je passais les dialogues, j'en avais rien à secouer. Là je me suis dit que j'allais rejouer de manière plus propre. Donc cette fois-ci j'ai fait une... comment elle s'appelle, la race des dragons là? Une aura. Une aura, c'est ça, qui est accessible dans Heavensward. Enfin, depuis Heavensward. Donc j'ai fait une aura. Je vais jouer mage blanc, tout simplement. Je suis en essai gratuit parce qu'il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures de contenu gratuit. Pour l'instant, j'en ai pas l'intérêt. Le truc, c'est que quand tu as un compte gratuit dans Final Fantasy XIV, il y a quelques petits astérisques en bas du contrat. Qui sont un peu pénibles. La première chose, c'est que je ne peux pas parler. Je peux pas parler ça c'est dans le canal commun. Toi. Je peux pas parler... Je peux pas wisp des gens, je ne peux pas parler du tout. Ce qui fait que si je tag en donjon, je ne peux pas dire bonjour. Et pour moi, qui est pour but d'être extrêmement... Dans World of Warcraft, en donjon aléatoire, je disais bonjour, au revoir. Il y a des gens qui étaient émus du fait que mes phrases contenaient des majuscules et des points. Bref. Oui. Et... Tu peux pas faire partie de Compagnie Libre non plus. Je peux pas. Il est en train de nous faire un long texte pour dire je peux pas dire bonjour. Non, mais c'est pas simplement ça. Je peux pas rejoindre de groupe. Je ne peux pas rejoindre de Compagnie Libre. Tu ne peux pas rejoindre de groupe si tu n'es pas accompagné d'un joueur qui paye. Eh oui. Et tu... Oh, tu veux que je te tienne la main? C'est hyper drôle. Avec, avec Wes, qui est aussi un joueur du serveur, qui est aussi un joueur gratuit. On est là, l'un à côté de l'autre. On se trouve miraculeusement. On est sur Sagittarius. Oui. Moi, je m'appelle Greta Gerwig. Le nom de mon personnage, c'est le nom de la réalisatrice de Barbie. D'accord. Et je suis là, et on doit se trouver sans se parler. En espérant qu'on puisse, être sur la même instance,
et on fait des quêtes en solo et on se court après. En espérant qu'on soit à la même quête. Et hier soir, il a pas pu jouer. Je me suis log avant, j'ai fait mes quêtes de classe, je lui ai dit jusqu'où je suis allé dans la quête principale, et il m'a dit vas-y, je vais aller au même endroit que toi. Et ce qu'on fait en attendant, c'est qu'on attend la charité d'un joueur payant qui voudra bien nous prendre par la main et nous emmener à la piscine comme un parent célibataire. Bah venez jouer avec eux. Les jeux avec nous. Hey. Ah oui, ça viendra. Moi, je joue en général après ma journée de travail. J'ai pas acheté le jeu, mais j'ai commandé un casque gamer. Et ça, c'est exceptionnel, monsieur. Bravo, c'est pas mal. Tout ça pour dire, Wes, t'es un vrai gars. On va y arriver ensemble. On arrivera jusqu'à la fin du contenu gratuit sans payer. Et sans se parler. Sans payer, sans se parler, toi et moi, on fera le prétorium sans faculté de groupe. Vous avez Silver si vous voulez qu'il peut vous rejoindre à ce niveau-là. Pour ne pas parler et pour ne pas payer. Silver, il a un compte gratuit aussi. Oui. Ouais. En fait, ça veut dire qu'on peut être le FC gratuit. On est littéralement que 4 à avoir l'abonnement sur, je crois, 10 personnes à peu près. Ouais. Non, mais c'est exceptionnel. On est le FC gratuit. Parlez pour vous, parce que nous, on peut pas vous parler, c'est assez relou, tu vois. Ouais, oui, bah. On est là, on fait. Et puis il y a moi, un ovni du groupe, c'est-à-dire que si je joue, j'ai un abonnement payant, mais je joue pas. Hein, oui, parce que attention, la tuile, c'est qu'Elena ne peut plus repasser en version d'essai. Ça, c'est une tuile que j'ai rencontrée. Dernier truc, après on passe, je cède la parole. De toute façon, on va être plusieurs à parler de Final Fantasy XIV. J'espère que je prends pas trop de temps. Non, ça va. Quand t'as déjà acheté le jeu, que t'as ne serait-ce que payé un mois d'abonnement, tu ne peux plus jouer en version gratuite, même si ton personnage est dans une zone de jeu qui serait gratuite. Eh oui. C'est-à-dire que même si tu es en train de faire la quête principale de Realm Reborn, Heavensward ou maintenant Stormblood, tu dois payer quand même si tu as déjà acheté le jeu. Non, mais ça, c'est à mettre sur le compte de la somme de choses qui vont pas dans le jeu, qui sont essentiellement structurelles, comme la Mock Station, qui est une horreur. Et ce qui est terrible, c'est que les montures à 30 balles, ça marche bien. Tu dois, dans le cas où tu veux changer de plateforme, racheter le jeu. Ouais. Donc moi, ça c'est insupportable, ça je comprends pas ça. Donc moi en attendant je joue je joue avec mon mail principal, je joue sur PS5. Autant tu vois je comprends qu'on te fasse acheter une version console quand tu joues sur PC, je peux le tolérer. Sur console tu veux dire. Quand tu joues sur console, devoir acheter une version PC, ou quand tu joues sur PC, devoir acheter une version console. D'accord. Je comprends. Tous font ça. Oui, tu veux jouer à Doom, tu as du cross-save par exemple sur Doom, il faut que tu achètes la version PC. En fait, l'utilisation du Game Pass Xbox m'a fait oublier que c'est pas naturel normalement de passer de console à PC. Oui, effectivement. C'est des licences pour des types d'exploitation qui sont très différentes en termes d'architecture. Mais oui. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on te fait payer une licence PC. Si tu veux jouer sur Mac, il faut payer la licence Mac. Oui. Bah, c'est un des griefs que j'ai avec Final Fantasy XIV, mais ça, je pense que c'est pas juste une licence. Hein. Il faut racheter. Si t'as fait si t'en as à Shadowbringer, faut que tu rachètes tout jusqu'à Shadowbringer sur Mac. Oui. Et pareil, je crois qu'il y a des conditions spéciales sur la version Steam. Ouais. Mais donc, Mage, quelle est ton expérience? Mon expérience de jeux vidéo de cette semaine. À quoi tu as joué cette semaine? C'est 2 semaines. 2 dernières semaines. Excusez-moi, j'ai pris beaucoup de temps. Non, ça va. Écoutez, j'ai joué FF14. Bon, je vais pas m'attarder dessus parce que c'est à peu près le même scénario. Si, t'as ton expérience à toi, c'est ce que tu fais, parce que t'as fini Shadowbringer, toi. En tant que la personne qui a mis le plus de temps dans le jeu. Donc là, moi, je suis dans un impasse que j'attends Ico pour jouer à Endwalker et il prend son temps. Non, alors, s'il te plaît. J'étais sûr que ça allait. Non, mais c'était un piège. Ne te jette pas dedans comme ça. Bon. Menteur. J'ai mis 1 semaine pour finir Realm Reborn, quand même. Tu sais que je t'ai tendu une perche et t'as avalé l'hameçon avec. Je vais te taper. Non, c'est pas possible. Non, mais voilà. C'est pas ta meilleure méthode filée. Y a pas d'hameçon au bout d'une perche. Qu'est-ce que tu racontes? T'as jamais pêché, toi, ça se voit. Non, mais voilà, donc j'attends Ico pour Endwalker, donc j'ai refait des persos, je me suis refait un paladin, j'avais pas de paladin, je me suis fait un healer, parce que j'avais jamais heal en soi. T'as fait quoi comme healer? Yu-Gi-Oh! Astromancien. Ah. Ouais. Juste parce qu'il y a un petit deck de cartes sur le côté, et j'aime beaucoup ça me fait marrer. Et voilà, donc après, FF14, je joue toujours, je tryhard toujours, donc c'est mon petit plaisir du moment. Il joue avec moi, et laisse-moi te dire qu'il a débloqué son sort qui te permet d'avoir une laisse sur le tank pour le ramener vers toi. Ah, je peux t'assurer qu'il me le fait là en donjon, et je le déteste pour ça. Hein. Je l'ai fait genre, 2 fois. T'es pas bien positionné. C'est pas vrai. Écoute, quand je le fais pas, je te dis, Ico, mets-toi derrière le caillou, tu me fais... Tu me donnes des trop tard. T'as joué un petit peu à World of Warcraft? Oui, mais vite parce que... Les vibes Chevalier de la Mort, là, le Get Over Here. Ah oui, le Chevalier de la Mort, j'aimais bien, tu pouvais marcher sur l'eau.
Mais voilà, donc ouais, FF14, ça tryhard, je pense qu'on va y jouer un bon moment jusqu'à Dawntrail, de toute façon, parce que c'est quand même les vacances. Il faudrait qu'on parte en vacances à un moment ou à un autre. Moi, j'ai bel espoir que d'ici ce que j'ai fini Stormblood, Moi, j'ai bel espoir que vous preniez un abonnement pour commencer, Shadowbringer parce que soit gratuit. on a fait une guilde et on aimerait bien avoir des guildmates pour avoir des bonus d'XP, mais bon, ça c'est une autre affaire. Sinon après, j'ai eu mes vacances en plein milieu, donc j'ai eu le temps de jouer à pas mal de trucs. Hein. J'ai joué à Jusante. Jusant. C'est un mot français qui désigne la marée basse. La marée basse. Et tu sais quoi, du coup, je comprends parce que je connaissais pas ce mot. Oui, c'est un mot français par un studio français. Tu l'as déjà dit en plus. J'ai oublié. Écoutez, il y a eu les vacances entre temps. Mais voilà, donc j'ai joué, j'ai terminé, qui était très 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 bien. C'est contemplatif. Ça me fait penser à un journée, mais en vertical. Genre vraiment, c'est très cool. Voilà, je vais pas m'attarder dessus parce que c'est un jeu où ça parle pas. Oui, donc, si tu le définis comme une expérience contemplative, effectivement. Je veux dire, c'est très joli. Mais sinon, l'escalade est très bien faite aussi. J'avais un peu peur et finalement, c'était un pur plaisir de sauter un peu partout. Donc, une belle expérience. J'ai joui. Alors, oui, mais quelle place dans le podcast? J'ai joué, merci. À une Revel 2 aussi, un peu. Une Ravel. Vous m'emmerdez. Je le dis. Un Ravel 2. Un Ravel 2. Un Ravel 2, voilà. Caravel. J'ai joué à Wartail aussi. Ouais. Quoi, un Ravel 2? Un Ravel 2 sur Xbox. Ah, c'est quoi, j'ai entendu. C'est un jeu, tu sais, coop un peu. Oui, non, mais comme genre de jeu, c'est un platformer. Ah, ouais. C'est le jeu, les deux trucs de laine. C'est bon, je me suis rappelé, oui. Il y a deux petits bonhommes, le rouge et le bleu, là. Qui est très bien, en vrai. Qui est très bien. ça fait bizarre cette phrase. Ouais, mais c'est à l'époque où Electronic Arts faisait des jeux indés. Parce que c'était cool de faire des jeux indés. En fait, il est sorti en 2018, c'est pour ça qu'on se souvient plus trop, mais c'était mignon, je me souviens, il était annoncé dans les Nintendo Direct et tout. Ça fait partie des jeux qui sont sur le Game Pass, donc vraiment c'est le Game Pass qui m'a... J'avais FF et le Game Pass à côté, donc c'était très bien. Du coup, j'en ai profité, j'ai joué à Wartail aussi, qui est un jeu de tactique un peu médiéval, fantastique, qui est très sympa. Wartail très... Je confonds peut-être, c'est celui qui ressemble à Advance Wars. Celui qui est sorti en 2021. Ça m'aide pas beaucoup. Ouais, mais désolé. Non, ça ressemble. Jeu de rôle tactique. C'est un jeu de rôle tactique. Ok. Tu m'as. Mais c'est le jeu de cette année. Ah non, je confonds avec Wargroove. Ouais. Oui. Excuse-moi. C'est pas grave. Cette année. Qui était très bien, très complet, très compliqué. Genre tu peux avoir tu sais, tu fais ta caravane, tu peux recruter des gens, tu peux leur faire des classes, etc. Tu peux les renommer. Oui, tu peux les renommer. Il y a la mort définitive aussi, donc t'es là. Non, Bébert le voleur est mort. Donc c'était très cool, mais mon plus gros plaisir des vacances à part FF14, je dirais que c'était The Bookwalker. J'écoute. 2 petits points. Tu vois? Thief of Tales. Je savais que j'allais avoir du mal, j'ai pris le temps. Thief of Tales. Je vais y arriver. Le marcheur de livres. Le voleur de livres de contes. Mais voilà, donc ça c'est un jeu qui est sorti en 2023, très récent, cet été, qui m'a mis des vibes Disco Elysium. Voilà, parce que c'est un jeu, on va dire, c'est un jeu narratif qui alterne entre des phases un peu 3D et des phases façon Disco Elysium, où finalement t'es un auteur qui est devenu un voleur et en gros il a un pouvoir, c'est rentrer dans les villes, dans les villes. Généralement, c'est utile de rentrer dans les villes. Dans les livres, et il peut aller voler des trucs dans les livres. Genre, t'as une potion d'immortalité, tu peux aller la voler, et tu ressors. Et le but, c'est que t'as été, je te mets la scène, c'est que t'as été arrêté par la police des livres. Je sais que j'ai oublié les noms, voilà, mais c'est vraiment ça, c'est la bibliopolice, genre, qui t'a mis des menottes. Et du coup, tu peux plus trop utiliser ton encre dans les livres, l'encre de l'auteur, tu sais, je détruis les murs, je fais ce que je veux. Et finalement, pour tenter de réduire ta peine, tu travailles un peu en mode voleur, chose qui est pas habituelle. Parce que quand tu voles quelque chose dans le livre, ça disparaît à tout jamais. Et voilà, c'est plusieurs récits du coup, c'est ça qui est cool, parce que tu changes, d'un coup t'es dans un truc médiéval, puis après, l'histoire d'après, t'es dans un truc un peu plus fantastique, avec Thor qui a une centrale électrique, il faut aller lui voler son marteau. C'est très 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 cool. Je suis en train de regarder les images, je vois pourquoi tu dis que c'est un peu Disco Elysium. Ah mais c'est totalement... C'est les graphismes en fait. La patte graphique sur les phases, quand t'es dans les livres... La DA, elle est vraiment, je pense que je vais pas regarder pour pas trop me spoil. En plus, t'as la vue vraiment comme dans Disco Elysium, c'est-à-dire que c'est un tout petit peu en diagonale la carte, et t'as ton personnage qui se balade. Et t'as une petite perspective cavalière, s'il vous plaît. Voilà. Et ils ont même rajouté. Non, c'est en diagonale, d'accord. Une petite perspective en diagonale avec un petit bonhomme au milieu. Exactement. Avec un effet, avec des jolis effets un peu peinture et tout, comme Disco Elysium le faisait très bien. Ils ont même mis la petite voix qui te parle. Mais sauf que là, la cravate. Oui, sauf que là, c'est une petite lanterne qui te parle et qui peut aller de livre en livre, qui visiblement fait partie d'un
récit aussi. Voilà, le but, ça va être potentiellement lui retrouver son récit. Je vous en parle pas plus parce que c'est une petite aventure. C'est comme si je te parlais de l'histoire de Disco Elysium, je pense que ça te saoulerait un peu. Mais voilà, donc vraiment, si vous l'avez pas fait, je vous invite à le faire parce qu'il est très 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 cool et je l'avais pas vu. J'avais vu un trailer, sauf que le trailer était pas du tout vendeur pour le jeu. Hein. C'était un truc en 3D où tu voyais des pages qui tournaient partout. Tu fais bon. Okay. Et en fait, non, super expérience. Voilà. Sur le Game Pass, toujours, donc profitez-en. Ok, très bien. Elena, qu'as-tu fait, toi, ces 2 semaines Alors, moi, ces 2 semaines, c'était assez marrant parce que pendant plus de la moitié de ces 2 semaines, j'étais malade. C'est l'inverse de marrant. Non, ça. mais c'était marrant parce que du coup, ça a impacté mon type de jeu que je faisais et surtout comment je les faisais parce que j'avais une otite. Ouais. Et je peux vous dire que j'attendais, on va dire, à 40% de mes capacités auditives parce que j'avais un oreille littéralement bouchée. Ouais, donc j'entendais rien du drôle, tout. Hein, les ce qui fait que je me disais, non mais je peux rien faire en fait avec du son parce que je peux pas vraiment profiter de mon casque, sinon j'ai mal aux oreilles, comment je fais ? J'ai joué à plusieurs jeux qui ne demandent pas vraiment de gros accompagnements sonores. Ouais. Donc déjà, j'ai testé 2 nouveaux jeux que j'ai jamais fait. J'écoute. Le premier, c'est Kill It With The Fire. Ah oui, le jeu avec l'araignée en visuel. Là, exactement, donc j'ai joué sur Game Pass, c'est un jeu qui malheureusement n'est plus disponible sur Game Pass. Il est parti très récemment en plus. C'est ça, c'est juste à la fin du mois. Et en fait, c'est un jeu où tu dois juste, tout simplement, tuer des araignées. Ils sont partout. Dans ta maison, dans ta campagne, dans ton jardin, et tu dois les tuer. Oh, les références. Oh, la référence obscure. Toutes les façons possibles. Et tu peux les tuer avec ton bloc-notes, tu peux les tuer avec ton fusil, tu peux les tuer avec ta bombe à feu, tu peux les tuer avec une casserole, et tu détruis tout sur ton passage. Et vraiment, quand tu es pas bien, que tu te sens pas, que voilà, tu as mal partout et tout, t'es malade, bah tu te balades, tu défonces les araignées, et il y a une sorte de satisfaction qui te procure ce jeu. En plus, c'est assez coloré, donc c'est marrant. Tu pourras pas me prouver que ce jeu a pas été développé par Ronald Weasley. Pourquoi ? Parce qu'il... Ah, il a peur des araignées, ça c'est vrai, mais c'est quand même... Pour les tuer, il faut pas trop avoir peur, mais bref. Enfin là, t'as un lance-flamme, quand même. Oui. Si t'as peur d'une araignée alors que t'as un lance-flamme, Elena... C'est une très grosse peur. Tu vas avoir peur de l'incendie que tu vas déclencher par-dessus, je dirais, ouais, mais potentiellement. Du coup, tu as peur des araignées, mais t'as une baguette magique que tu peux faire tout ce que tu veux avec. Titre. C'est ce qu'elle disait, oui, c'est vrai. Habile. Ça tape. Ok, tu prends le touchdown, on avance de 4 mètres. En tout cas, c'était très marrant, ça m'a bien occupé sur 2 petites soirées, c'était... 2 soirées à buter des araignées. Oui. Sans prise de tête, c'était vachement cool. Moi là, ça fait 2 soirées que je passe à parler à des gens, à livrer des machins. Et j'étais là à briser t'as joué à des Stranding, du coup. Genre à taper les araignées avec mon bloc-notes, à briser les cadres photos, à renverser la vaisselle et tout, c'était marrant. Ensuite, j'ai essayé un jeu qui m'intéressait depuis un petit moment et qui a fait un petit bruit quand même, c'était Medieval Dynasty. Est-ce que ça vous parle un peu ? En fait, c'est un jeu, pareil, il était sur du Game Pass, je crois qu'il est toujours dessus. C'est développé par une petite équipe, mais avec beaucoup d'ambition. Ils ont fait un mélange de RPG, jeu de survie, jeu de gestion, jeu d'action, c'est n'importe quoi. Tu es dans un monde médiéval. C'est la pizza 6 fromages du jeu vidéo. Ah oui, je l'ai vu passer. Tu as tout perdu, c'est-à-dire que tu n'as plus de famille, tu n'as plus de maison, tu pars pour trouver une nouvelle vie. Et tu t'installes dans une vallée où normalement il y avait un parent éloigné qui vivait là, sauf qu'il est mort lui aussi. Donc tu commences par une araignée. Vraiment... Ou un bloc-notes. Ou un bloc-notes, oui. Tu commences vraiment ta vie à 0 et du coup, tu es un paysan globalement et là, tu dois construire ta maison, tu dois chasser pour manger. En fait, tu as toute la partie survie, donc tu dois boire, tu dois manger, tu dois te protéger du froid, tu dois faire le feu. Et ensuite, petit à petit, tu dois fonder ton village, tu dois gagner de l'argent, tu dois subvenir aux besoins des villageois qui sont là, et tu dois aussi, à côté de ça, explorer le monde autour de toi, aider les gens, parce que du coup, ça te donne de la renommée. Genre les villageois des villages voisins, etc., etc. Tu peux te marier, tu peux avoir des enfants, et l'objectif, c'est de faire prospérer ta dynastie à travers des générations et générations et faire survivre ton village à travers les années. Et tu peux même te transformer en sorte de gérant du fief médiéval. Donc il y a vraiment une ambition de malade.
dans ce jeu, sachant que tu dois faire cette micro-gestion-là. Moi, j'ai joué 2h30, je suis mort face à un sanglier. Ah ouais, donc paye ton gérant de fief médiéval. Ouais. Ta dynastie s'est arrêtée assez rapidement. Exactement. Le problème, c'est que Hermadès. La difficulté, elle est là. C'est-à-dire que tu peux vraiment mourir juste en chassant. Après, un sanglier, c'est quand même un sacré inver. Oui, je sais. T'es pas mort si honteusement, je vais pas te mentir. J'étais pas vraiment prête, je pense. Mais du coup, ma dynastie s'en est arrêtée là parce que j'étais toujours malade, j'avais pas de force pour recommencer ou pour reprendre un peu. Mais c'était marrant, une petite découverte. Je sais que actuellement, ils bossent surtout sur les portages sur toutes les consoles. Donc apparemment, ils sont censés améliorer l'expérience parce qu'il y a des petites coquilles quand même. Donc les dialogues, des fois, il y a des erreurs dans les traductions. Des fois, tu vois clairement que c'est un peu trop... Comment dire ? C'est un peu rigide dans les quêtes. Genre, tu peux approcher un villageois et dire « Alors, il y a quoi d'intéressant qui se passe autour ?» Et il te dit « Des nouvelles du front. Et si tu allais dans un village tel, apparemment, ils ont besoin de toi ?» Oh, il t'a juste envoyé chier, quoi. Oui. Tu veux pas aller voir dans notre village si je suis, parce que là, tu m'emmerdes. Mais voilà. Très bien le PNJ. Oui, je devrais peut-être... Assez exceptionnel. Je pense que si tu fais un jeu, c'est toi qui écriras les dialogues des PNJ. Tu m'emmerdes, va voir ailleurs. Tu m'emmerdes. Mais tu as quand même tout aspect de construction de la maison, etc. que je peux pas tout exploiter non plus parce que j'ai pas beaucoup avancé. Mais je pense qu'il y a moyen de s'amuser dedans, même si tu peux mourir à la chasse. À cause d'un sanglier. C'est ça. Ce qui n'est pas très honteux, encore une fois. Vous savez, les sangliers de l'époque. Puis j'imagine tu peux débloquer des outils en progressant. Parce que moi, j'avais quoi ? J'avais un pic. Pour le sanglier ou juste en général ? Donc j'avais un pic, j'avais un marteau pour construire, j'avais une hache. Donc j'étais pas très bien stuffé, mais c'était que le début. T'as dit, j'ai un petit pic sur moi, je vais aller m'embrouiller avec un sanglier. Je vais aller buter un truc. Tu t'es dit ça comme ça. En fait, je suis tombée dessus. C'est pas vraiment voulu. Bon. Mais t'avais l'autorisation de ton seigneur pour attaquer ce sanglier ou... Ouais, y a pas de souci. Ouais, fais gaffe, parce que tu serais peut-être mort d'autre chose. Il faut payer juste des taxes. Mort du droit d'habitation. Mort du droit. Quoi ? Mort du droit de cuissage. Des sangliers, oui. Sur le sanglier. Okay. Bref, voilà, c'était une petite découverte. Ensuite, j'ai continué à tester, à jouer à The Lamplighters League, dont je vous parlais pendant plusieurs semaines. Tu te fais du mal, en fait, c'est bon, je confirme ce que je disais. C'est vraiment le jeu. Malheureusement, il n'a pas énormément de choses à te proposer. C'est-à-dire que la plupart de choses que tu peux faire dans le jeu, tu le découvres dès la première mission. Donc je vous rappelle, c'est une sorte de jeu d'infiltration stratégie au tour par tour. Et globalement, dès le début du jeu, tu sais tout ce que tu vas faire dans le jeu. C'est-à-dire, tu t'infiltres petit à petit, tu dois esquiver les ennemis sur la carte. Dès que tu te fais repérer, c'est le combat. Le combat, il se fait au tour par tour. Et ensuite, tu dois arriver à la fin de ta mission comme infiltrer un endroit, sauver un potentiel allié, voler un truc, et tu dois rentrer chez toi. C'est tout. Et à chaque fois, c'est vraiment pareil, parce que j'en ai fait plusieurs missions, j'en ai fait 5 ou 6. À chaque fois, ça se termine de la même façon. Tu arrives à ton objectif, tu sauves un potentiel allié, ou tu voles un truc, et tu rentres. Et la quantité d'ennemis, c'est éventuellement la seule difficulté qui se rajoute. D'accord. C'est que tu dois juste passer une zone plus longue, avec genre 2 ou 3 groupes d'ennemis. Ils rajoutent petit à petit des ennemis un peu plus différents qui agissent différemment, mais globalement, tu répètes toujours les mêmes actions et tu as toujours le même mode opératoire. Bon bah, ça, c'est dommage. Tant pis. Voilà. Mais, par contre, cela. ça reste des missions, on va dire, pas trop longues, ce qui fait que si vraiment vous avez envie de passer un petit 20 minutes pour faire une petite mission d'infiltration, bah là, ça se fait. Parce que ça prend pas beaucoup de temps, et en soi, l'implication dans le scénario, elle est pas non plus... Disons que si tu reviens 2 semaines après, c'est pas grave. Tu vas pas vraiment oublier ce qui se passe, ils vont pouvoir te rappeler vite fait ton aventure. Peut-être éventuellement, c'est l'histoire qui se passe autour du scénario, c'est peut-être un des trucs qui peut vous faire rester dans le jeu, parce que c'est raconté de façon assez agréable. Là, ça va. Les fils narratifs passent bien. Voilà. Et ensuite, je me suis refait encore des petites sessions de Crusader Kings 3. Ouais. C'est presque un doudou de jeu vidéo, parce que pareil, moi dans mon cas, je me pose, je réfléchis pas trop, et voilà, et j'y vais. Oui, mon doudou à moi c'est Theme Park. Donc tu vois. Je comprends. Donc c'est nickel, et voilà, là je m'amuse avec une dynastie
Là, c'est bon, là, je... Tu meurs pas dans un accident malheureux de chasse au sanglier? Non, là, les chasses, j'ai tout réussi. C'est vrai? Ouais, Mais ouais. enfin, tu peux mourir dans un accident malheureux quand même de chasse au sanglier. Tu peux mourir en tombant des escaliers aussi dans ce jeu, mais... Donc il faut construire toutes les maisons en plein pied. En fait, c'est C'est très ce que je facile. retiens. C'est Tu très meurs facile. à cause d'une inondation, après, ça fait gaffe. Tu organises un banquet, tu invites des gens, tu te bourres la gueule, tu tombes des escaliers, tu meurs. Et c'est très facile dans le jeu. T'es bien renseigné, dis-moi. Bah, bien sûr, ça m'est déjà arrivé Ah, bah dans voilà. ce jeu. Bref. Fin de ta dynastie. Ah non, heureusement, j'ai Il a des trop héritiers bu. à chaque fois. Ah, Je m'arrange. eh ben c'est bien. Parce Mais que voilà, moi, je donc t'avoue, ça va. bah écoute, J'ai passé des bonnes maladies. t'as perdu une seule dynastie pendant tes vacances. C'est ça. Et toi, Iko? Eh ben moi, j'étais sur Final Fantasy XIV. Quand on est rentré de Londres, là, bah, je me suis motivé à reroll, mais un reroll pur. Je crois que j'avais déjà parlé de mes raisons pourquoi est-ce que je reroll dans un Oui, précédent t'en avais déjà podcast, parlé, hein. ouais. J'avais besoin de refaire mes marques. Bah écoutez, ça a pas manqué, hein. J'ai fait toutes les quêtes plus, etc. de Realm Reborn que je pouvais pour avoir le maximum de donjons à débloquer, pour pouvoir avoir le maximum de fonctionnalités à débloquer. Genre, sur ma précédente run, j'avais même pas le carnet de défis, tu sais, qui te donne de l'expérience supplémentaire quand tu les accomplis. J'avais jamais vu Jean Dolène pour me modifier les cheveux. Tu vois, je suis Attends, vraiment... le carnet de défis, c'est pas un truc que t'as dans une quête bleue, là? Si. Hein, si? Moi, je l'ai eu. C'est un carnet qui te permet, Oui. tu fais 5 aléas, t'as 100 000 XP, quoi. Ouais. Voilà, bah ça j'avais jamais fait. Ah! Et je l'ai débloqué que sur cette partie. Non, mais pour vous dire que j'avais vraiment rush et bah c'était... J'avais vu toutes les cinématiques, donc l'histoire j'étais bon, mais sur le reste, mécaniquement parlant, Final Fantasy XIV c'était assez obscur pour moi. Là, ça va beaucoup mieux. Que ce soit sur l'utilisation des PNJ pour faire les donjons, etc. Je maîtrise un petit peu mieux ce genre de choses. Et en plus, j'ai fait j'ai choisi une classe qui me permet d'appréhender un peu mieux les mécaniques, on va dire, propres au jeu, parce que bon, en tant qu'ancien mage noir, je vous avoue que j'étais un peu porté par le flow que vraiment acteur de ce que je faisais, parce que le mage noir, bon, bah, je suis posé là, des fois il y a des AOE, je me barre, des fois il y en a pas, bah, je reste ici, puis je fais méga feu. Oui, et donc? C'est quoi le problème du C'est quoi le méga-feu? problème de faire méga feu? Il n'y a pas de problème, c'était un peu répétitif, on va dire. Donc, cette fois-ci, t'as choisi? Cette fois, je suis tank, je suis guerrier, donc maintenant je fais juste des AOE pour attaquer tout le monde, mais c'est pareil. Ouais, des fois, tu te fais attraper par le col par Victor. Ouais, et je me fais attraper par le col par Victor, mais j'ai l'impression d'être un peu plus actif, on va dire. Même si fondamentalement, bon, je fais des AOE pour garder l'aggro des monstres, mais j'ai l'impression d'être un peu plus utile qu'avant. Même si les DPS sont très utiles, hein, je tiens à T'avances pas trop. Si, quand même. Les DPS, T'avances pas si t'as trop. pas de DPS, tu tues pas les T'avances monstres. pas trop. Je pense qu'on peut faire un donjon, juste un heal et un tank. Moi, Oui, mais c'est très long. J'y travaille. Je pense même qu'on peut faire un donjon que avec des heals. Mais on en parlera, je pense. Le monde n'est pas prêt pour ça. Mais du coup, j'ai fini le Realm Reborn, Ouais. donc l'histoire. J'ai fini le premier set de quêtes entre Realm Reborn et Heavensward. Je suis niveau 62, donc je suis 2 niveaux de plus que mon précédent personnage, parce que je profite des bonus d'expérience, on va dire, de En Sagittarius. x2 de Sagittarius, quand tu crées un personnage, t'as 90 jours durant lesquels t'as XP x2. C'est ça, donc j'avance bien, j'avance vite, et je profite bien de tout ce qu'il faut faire dans le jeu, donc ça c'est cool, je vais pas m'étendre plus longtemps que ça dessus, je vous donnerai petit à petit mes avancées sur le jeu. Sinon, j'ai passé beaucoup de temps sur la licence Super Mario Bros, parce que pour le besoin de ma vidéo, je me suis retapé un peu tous les Super Mario Bros, tous. Les premiers, comme les New Super Mario Bros, comme les Super Mario 3D. J'ai un énorme affect pour le New Super Mario Bros DS. sur DS, qui est vraiment très très bon. Un excellent jeu, assez solide. Bah, il a conservé, on va dire, la fraîcheur de ses débuts. Il y a vraiment un truc qui s'est perdu au fil du temps, même sur l'épisode Wii, qui est bien, mais que si tu y joues à 4, parce que j'avais surtout des bons souvenirs de l'épisode Wii, mais à 4. Et en solo, ça commence déjà, je trouve, à perdre en folie et en qualité au profit d'un game design et d'un level design qui est incroyable et intouchable, hein, mais voilà, le fond est touché avec New Super Mario Bros. U, que je me suis refait aussi, qui est franchement vraiment chiant. Tu penses? New Super Mario Bros. U, il est chiant. Ah, moi, je l'aime bien. Il est vraiment... Il est là. C'est celui avec le chat. Ah non, c'est Non, 3D World. C'est 3D World. New Super Mario Bros. Wii U. Ah, U, c'est New Super Mario Bros. Mais sur Wii U. ok. Voilà. C'est fou, il m'a échappé celui-là. Il est passé sur Deluxe, sur Switch en version Deluxe. Ah oui, je vois. Tu vois, c'est jouable à 4, etc. Non, il est pareil, il est solide, mais il est
il est vraiment en mode automatique, quoi. C'est Super Mario en mode automatique. J'ai fait par contre les Super Mario 3D Land. Je préfère 3D Land à 3D World, qui était sur Wii U, donc le 3D World, celui avec le chat. 3D Land est meilleur parce qu'il y avait la 3D stéréoscopique de la 3DS. Pour peu que vous ne soyez pas ultra sensible des yeux avec la 3D stéréoscopique, il y a un véritable intérêt à y jouer avec activé, parce que c'est assez dingue ce que Nintendo a proposé en termes de level design en utilisant cette fonctionnalité-là. Les sauts sont nettement plus précis sur 3D Land que sur 3D World parce qu'il y a la 3D stéréoscopique. Et le jeu, il a été clairement pensé pour ça, en fait, de base. Et j'aime bien 3D World, mais je le trouve imprécis sur beaucoup de points. La caméra a fait l'objet de beaucoup de mises à jour sur la version Wii U, et la version Switch, donc Deluxe, a fait encore un bond en avant ne serait-ce qu'en accélérant le jeu, en fait. Voilà, mais c'est pareil, ça reste toujours extrêmement imprécis, les sauts, et cette précision des sauts, tu ne l'avais que sur 3D Land parce que tu avais la 3D stéréoscopique. Et c'est un truc que, moi je suis sûr que si Nintendo fait de la VR, tu vois, ça serait hyper intéressant de réavoir des 3D Land ou 3D World. Voilà, donc j'ai quand même fait du coup Super Mario 3. Waouh, j'ai fait Super Mario Bros Wonder, et là pour le coup ça a été un véritable coup de cœur, et je le mets vraiment au rang peut-être de mon top 3 des meilleurs jeux de l'année que j'ai pu faire. Au rang des Mario, tu le mets où? Pour moi c'est le meilleur des New Super Mario. Ok. Voilà. Enfin, si tu mets au rang de tous les Super Mario Bros, parce que tu enlèves les Mario 3D qui ont leur game à eux, pour moi c'est le meilleur. Mario Wonder, il est le meilleur de tous les Super Mario Bros qui sont arrivés. Peut-être pas aussi bien que... J'ai un affect pour le Mario Bros 3 que j'aime beaucoup. Moi j'ai un affect pour Mario World. Il y a Mario World aussi que j'aime bien. Mais en vrai, je suis assez de l'avis de Monsieur Plouf, mais c'est la conclusion que je fais dans ma vidéo, et c'est un peu le fil rouge de Monsieur Plouf, qui lui détaille beaucoup plus là-dedans. C'est le jeu d'une génération. Vraiment, les jeunes joueurs qui vont découvrir l'univers de Mario, ou qui l'ont découvert via même les Mario récents, vraiment, ça va être une pierre angulaire de leur expérience vidéoludique. Mon avis sur la question, c'était que ce jeu va faire du prochain Mario Maker un jeu incroyable. Je sais pas s'il va faire du... En vrai, je suis pas de cet avis-là, parce que pour avoir retravaillé pour ma vidéo, je me suis tapé aussi les Mario Maker et tout. Les Mario Maker, il faut les voir comme étant une prise de conscience sur la perte de folie des New Super Mario Bros. Et ça a été l'électrochoc qui a permis Wonder. Maintenant, je suis pas s'il y aura vraiment besoin d'avoir un New Super Mario Bros 3. Un Mario Maker 3. Ils sont difficiles. Je sais pas s'il y a vraiment besoin d'avoir un Mario Maker 3 qui intégrerait Wonder. Je pense qu'en fait, le truc, c'est que... Ça ferait redite, en fait. Si en se basant sur des mécaniques déjà un petit peu fatiguées, ils ont pu proposer certaines personnes ont pu proposer des niveaux assez balèzes dans Mario Maker, genre le 2... Je pense qu'en ajoutant celle de Wonder, les gens vont se mettre à développer des trucs qui n'ont plus rien à voir avec Mario. Et je suis très curieux. Je suis curieux aussi, mais je trouve que la démarche de Mario Maker, elle devrait plutôt arriver en bout de course, après l'exploitation de Wonder. Parce que s'ils refont de l'exploitation de Wonder comme ils ont fait de l'exploitation de New Super Mario Bros., là déjà on va pas être copains avec Nintendo parce que ça va être compliqué. Mais surtout, la démarche serait plus intéressante si on laisse plus de temps à la licence, enfin à Mario Wonder de faire ses preuves en tant que classique. Tu vois, je pense que ça deviendra un classique, comme je t'ai dit, pierre angulaire, et après on verra pour Mario Maker, mais j'aurais du mal à le voir intégré à Mario Maker de manière aussi naturelle que les autres, parce qu'il y a des choses qui sont faites qui sont très bien maîtrisées dedans, et enfin bref, on verra ce que le temps voudra faire. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous voulez plus d'informations là-dessus. Tu voulais dire quelque chose, Elena? Je me rends compte qu'en fait je t'ai vite fait accompagner sur ce jeu aussi, donc je peux le mettre dans ma liste. Oui, tu peux, vas-y. Vite fait. Vite, de 2 niveaux. T'as joué Yoshi pendant 2 niveaux. Même Mage, il aurait pu le rajouter à ce moment-là parce qu'il a joué 1 heure avec moi, avec Todd. Mais je l'ai pas fait, tu vois. T'as oublié toi aussi. J'ai pas oublié, je l'ai pas fait, c'est tout, parce que je t'avoue que... En découverte vite fait aussi, j'ai fait du coup WarioWare Move It sur Switch. Alors pour le moment, j'ai fait que du multi à 4. Donc il faut faire attention, j'ai pas encore touché à l'histoire, je n'ai fait que du multi à 4 parce que il y avait mon frère, il y avait ma belle-sœur, il y avait mon neveu. Le mode 4 à 4 joueurs, c'est pas incroyable. Il y a des problèmes sur le jeu, sur l'équilibrage du jeu, en mode jeu de loi Super Mario Party là, sachant que c'est façon WarioWare, il est extrêmement injuste pour rien, que gagner il y a que celui qui gagne les mini-jeux qui peut lancer le dé et avancer. Donc si t'enchaînes les défaites,
Non, c'est débile. Non, mais c'est débile. Moi, j'aimais bien celui sur Wii parce que justement, ça enchaînait de plus en plus vite et ça devenait imbitable. Mais c'est juste un mode de jeu que j'ai fait, donc je vais pas trop prononcer. Du reste, sur les mini-jeux, c'est vraiment Smooth Move 2. Ah, voilà. Là, tu me rends heureux, là, tu me rends content. Là, si vous voulez, on fera des petits tests après sur le jeu. Mais en vrai, il y a même des mini-jeux. C'est la suite directe de Smooth Move. Il y a le jeu où tu dois danser en rythme avec, tu sais, il y a des timbres, tu dois mettre les Joy-Con sur les... Et c'est la même musique, là. C'est Smooth Move 2. Et t'as aussi à nouveau les mini-jeux où ça va de plus en plus vite. Parfait. Voilà. Donc, il y a un mini-jeu, t'as un nez, il faut à 4... Il faut tirer le poil de nez, il faut vérifier qui c'est qui a le poil de nez le plus long. C'est exceptionnel. ça c'est du grand jeu vidéo, ça. Ça, c'est mon humour, ça. C'est bien, mais je suis un peu plus mitigé sur la partie A4 très spécifique que j'ai pu faire avec, quand même, qui nous a pris bien 1h30 à essayer. Enfin bref. Dans ma lancée, j'ai fait une bonne partie de Spider-Man 2. Aussi sur PlayStation 5, donc je l'ai pas encore terminé, je vous donnerai mon avis définitif. Pour le moment, moi je suis d'avis que le problème de PlayStation, on en a discuté avec Mage un petit peu à ce niveau-là, c'est que PlayStation rencontre un souci, c'est qu'ils font des très bons premiers jeux, mais qu'ils n'arrivent pas à embrayer la suite et ils se font taxer de suite 1.5. Alors je suis pas d'accord mécaniquement parlant sur le fait que ce soit un problème, que ce soit des versions 1.5, je vois pas le souci d'avoir le même jeu qu'on améliore pour la suite. Il y a plein d'avantages à ça, économie de coût, économie de temps, économie d'énergie pour les équipes. C'est pas un problème spécifique à PlayStation. La sortie est un peu plus rapprochée aussi, du coup. Le cinéma fait des suites depuis je sais pas combien de temps en prenant les mêmes acteurs, en reprenant les mêmes décors, ça dérangeait jamais personne, je vois pas pourquoi le jeu vidéo serait interdit de le faire. Et puis surtout que derrière, tu peux quand même avoir des petites surprises de gameplay. C'est le cas dans Spider-Man 2, il y a des petites améliorations, il y a les combats qui sont peut-être un petit peu plus fluides, l'infiltration qui te permet certaines choses intéressantes, comme, enfin, ça n'était pas dans le 1, mais tu peux tirer un filin avec Spider-Man dans une pièce et te créer ta propre plateforme pour t'infiltrer et puis piéger les adversaires quand tu t'infiltres. Ça y était pas, c'est tout à fait logique avec Spider-Man de créer son propre filin. Jusque-là, moi, il n'y a pas de souci. Maintenant, voilà, moi, le problème que j'ai fondamentalement avec le jeu, il est narrativement parlant, c'est que, et c'est le problème de PlayStation Studios, c'est qu'ils font les mêmes histoires. Ils racontent pas la même chose in fine. On l'avait vu avec God of War Ragnarok, qui moi me posait problème et qui en plus était beaucoup plus long que God of War de base. Mais c'est la même structure narrative. God of War Ragnarok a la même structure narrative que God of War 1. Horizon Forbidden West a la même structure narrative que Horizon et que le premier du nom. Et là, Spider-Man 2, il raconte pas la même chose que Spider-Man 1, mais il le fait d'exactement la même manière. C'est-à-dire, présentation des personnages, antagoniste qui débarque. Sauf qu'en fait, depuis le début, c'était pas lui le vrai antagoniste. On va arriver sur bouclage de fin avec New York qui est en danger, véritable antagoniste. Et c'était la même chose avec Spider-Man 1, qui te présentait un antagoniste, qui en fait c'était pas lui le vrai antagoniste, qui te le tease en te faisant croire que c'est ton meilleur pote, c'était le Dr Octopus, que c'était le meilleur antagoniste. Là il te fait le même chose, mais attends, quoi, le Dr Octopus c'est un méchant? Voilà, au début tu crois pas trop, c'est ton pote, etc. Ça se passe bien, mais en fait c'est lui le vrai méchant du jeu. Il a fait la même chose avec Miles Morales en te présentant un antagoniste qui en fait n'est pas vraiment le véritable antagoniste. Le véritable antagoniste c'était Elon Musk depuis le début. Et là ils te refont le même truc et en plus ils l'ont vraiment ultra bombardé pendant les trailers et les teasers. Si vous avez vu le trailer, vous connaissez toute l'histoire et vous savez où je veux en venir. C'est qu'on te présente un méchant A, mais en fait c'est pas lui le vrai méchant c'est le méchant B qu'on t'a teasé. Est-ce que si j'ai vu les films, je peux savoir juste qui est le méchant? Ouais. Tu vois, donc le fait que ça se passe à New York, ça ne me dérange pas. Et je voudrais dire, faut être un détraqué pour reprocher à Spider-Man 2 de se passer encore à New York. Enfin, je veux dire, si Spider-Man se passe pas à New York, là, il y a un problème. C'est le problème de Spider-Man Far From Home, tu vois. C'est un problème de géolocalisation. Après, il aurait du mal à se balancer. Ouais. Voilà. J'aurais tendance, j'y connais assez peu de choses en comics, donc j'espère que les quelques fans de comics, les quelques fans de Spider-Man, les quelques fans d'Insomniac, quoique non, les fans d'Insomniac, fans de Ratchet & Clank, on est dans la même équipe, mais bref. J'aurais tendance à peut-être inviter PlayStation Studios à adapter des comics de Spider-Man un peu moins orthodoxes. C'est même pas ça, parce que en fait, même en adaptant ces comics-là, donc l'arc Venom, l'arc Kraven, etc., de base, ces arcs-là ne sont pas racontés de cette manière. Et le problème, c'est que vraiment, la structure narrative de ce Spider-Man 2 est la même structure que le Spider-Man 1. Et Morales. En fait, le problème, c'est comme si t'avais le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, et que l'épisode qui suit,
c'est pas les 2 tours, mais que les 2 tours, ça raconte exactement le retour, par exemple, de Frodon à la comté, et qu'il y a un nouveau problème. Enfin, à la fin de la communauté, je recommence. À la fin de la communauté de l'anneau, Frodon, il rentre chez lui dans la comté, il a pas ramené l'anneau reste toujours un petit problème, mais il s'est rendu compte qu'il y avait un souci avec l'anneau unique, donc il retourne dans la comté. Fin de la communauté de l'anneau. Il revient 2 ans plus tard, les 2 tours, et là il dit ah ouais effectivement il y a un problème, et il refait tout le même chemin mais avec une communauté un peu différente, et il refait tous les enjeux narratifs. Donc il va rencontrer des elfes, mais c'est pas les mêmes elfes, c'est des elfes d'une autre période. Et c'est peut-être même pas des elfes, il va rencontrer des nains cette fois-ci, tu vois. Et les nains lui disent non mais vraiment il est chaud ton anneau, et là il va aller jusqu'au moment où il va jeter l'anneau, et on lui dit à la fin de ce 2e épisode non mais il faut jeter l'anneau quand même. D'accord. Et là, fin d'épisode 2, il va retourner à la comté et il va attendre 2 ans supplémentaires pour cette fois vraiment aller jeter l'anneau, tu vois. Ouais, mais cette fois, il va le faire avec les humains. Tu vois, vraiment, le problème, c'est que on répète une structure narrative. Autre exemple, ce serait comme raconter 2 fois la naissance du héros de Star Wars, 2 fois le nouvel espoir, tu vois. Mais c'est comme si on avait ça existe vraiment 2 fois. C'est comme si on avait eu l'épisode 7 de Star Wars après l'épisode 4. Tu vois exactement. Tout de suite. En fait, il est là pour moi le problème. C'est dans la structure narrative qui fait 1.5 parce que il raconte pareil. Peter a toujours des problèmes. Miles essaye toujours de se chercher. Pareil, t'as cet antagoniste qui en fait n'est pas le véritable antagoniste. On aura un véritable antagoniste. C'est dommage. C'est dommage. Est-ce qu'il y a d'autres Spider-Man dedans ? Oui, mais je vais pas le dire sinon ça spoil. Très bien. Voilà pour ma semaine. C'était long. On est à presque 1 heure de... c'est qu'en 2 semaines, on a eu le temps de faire quelques jeux. On va peut-être pouvoir passer aux actualités maintenant. Ouais. Allez, c'est parti. Bon, on va peut-être passer un petit peu à nos actualités. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, on va pas vous faire les 2 dernières semaines. Sinon, ça fera un podcast de 5 heures. De 1000 heures. Non, on va s'occuper de ces actualités de cette semaine. Et c'était déjà relativement chargé. On va peut-être commencer par la première news que j'ai choisi d'éditorialiser comme étant première news, qui est donc des licenciements, encore, chez Ubisoft Montréal, cette fois-ci. Est-ce que, Maj, tu veux nous en parler un petit peu plus, vu que c'est toi qui avais partagé l'actualité ? Oui, écoute, on savait qu'Ubisoft avait quand même quelques petits problèmes depuis un certain temps. Ils n'avaient pas énormément licencié, que je sache depuis, c'est vraiment l'une des grosses vagues, pour le coup, qui arrive. Alors que pour le coup, eux, ça aurait été logique. Voilà. C'est pas quelque chose qu'on souhaite, évidemment. Vu les pertes qu'ils ont en ce moment. Ils ont des difficultés en ce moment. Donc, ils ont, par rapport à parce qu'on le sait, il y a une grosse crise de la tech. Vraiment, Ubisoft a, en début d'année, licencié 10 000 personnes. Quand même. Microsoft, pardon. 10 000 personnes. Enfin, c'est quelque chose qui vraiment fait énormément de bruit. Et bon, Ubisoft le fait. Donc, malheureusement, ça tombe sur Ubisoft Montréal. Que j'aime beaucoup, qui se prend une énorme vague de licenciements, et pour cause. Sais-tu pourquoi Ubisoft licencie, très cher Rico ? Je t'écoute. Savais-tu qu'il y avait des jeux qui ne sortaient pas ? Non. Ah bon, c'est Ubisoft ? Et oui, il y a plusieurs... truc implique une reporter, peut-être. Pas à Montréal, pour le coup, mais... Ouais, je sais. Non, mais alors c'est rigolo, parce que c'est Montréal qui prend dans la gueule. C'est pas toi, non, c'est les autres. Mais donc, quel jeu ? Alors, on retrouve ça sur le communiqué, j'y reviendrai après, d'ailleurs. Oui, c'est un peu bizarre, quand même, je ne vais pas te mentir. Mais, écoute, un jeu que moi j'attends depuis si longtemps, avec des pirates, qui Skull and Bones avait été tease, je sais pas si t'en souviens, un super pas trailer de musique en plein événement, ils avaient que ça à montrer, et Beyond Good Evil 2 qui est en France cependant, mais Montpellier. C'est Québec qui prend dans la gueule. En fait, ce qui est intéressant, c'est... Enfin, non, c'est pas intéressant. Moi, en fait, le problème, c'est que Ubisoft, c'est peut-être les seuls que je comprends, on va dire, le licenciement, même si c'est compliqué. 2% de son effectif quand même de Montréal qui s'en vont. Ils essaient de le minimiser derrière. Ils appellent ça un licenciement collectif. Ouais, pour une réorganisation. Ils disent merci à toutes les personnes qui ont participé à la grandeur d'Ubisoft. Bon, Ubisoft, c'est peut-être les seuls dans le lot, comme j'ai dit, que je comprends parce qu'ils sont vraiment en difficulté. Maintenant, à chaque fois, je sais pas comment ils arrivent à faire ça, mais leurs justifications sont toujours détestables. Oui, alors qu'ils auraient juste pu dire... Oui, bon, on a foiré, c'est un peu compliqué. Non, ils arrivent à transformer ça en truc vraiment écœurant, tu vois. Genre vraiment, ils sont arrivés, le premier truc pour... donc c'est une update du 7 novembre, donc littéralement avant-hier. Ils arrivent et ils disent, non mais ça va, c'est que 2% de l'effectif de Montréal. Déjà, c'est que 2%. Donc, et que de Montréal. Que de Montréal en plus. Puis rassurez-vous, ça va pas avoir un impact sur les projets en cours, parce que les mecs qu'on a virés, c'est pas des développeurs.
Hein, c'est la salle d'à côté, ça va. Oui, voilà. Ouais, c'est des commerciaux et des... Donc on s'en fout. Bah, disons qu'ils savent... Des postes administratifs. Oui. Non, mais ils le savent. Que c'est équipe informatique. C'est les développeurs qui ont souvent la sympathie, tu vois, en mode... du coup, ils ont se dit, vas-y, viens, on dit que c'est pas des développeurs, ça a bien marché, sauf que non, en fait. C'est quand même bizarre de s'en servir comme argument en mode, non, mais c'est bon, on a viré les mecs là qui écrivent des trucs. Enfin, c'est pas le jeu, vous inquiétez pas. C'est bizarre, c'est très bizarre. Donc c'est dommage parce que là pour le coup, eux ils ont des raisons, on va dire, de le faire parce que effectivement Ubisoft est relativement dans la tourmente et c'est même surprenant qu'ils aient pas fait plus de restructuration, qu'on n'ait pas eu vent en tout cas de plus grosses réorganisations que ça. Surtout que ça a été pris par surprise en plus. Je sais pas si tu as vu. Ça a été en mode vous êtes viré. Voilà, ça, c'est un peu bizarre parce que je pensais qu'ils auraient au moins fait un plan, tu vois, en mode attention, dans 6 mois, on va faire une restructuration. Non, là, c'est tombé sur le coin de la face et ça fait partie du plan, le fameux plan qui est de réduire les coûts de 215 millions de dollars sur 2 ans. On le rappellera, mais 2023 est une année record aussi pour le reste de l'industrie du jeu vidéo en termes de bénéfices globaux. On y reviendra sur la fin d'ailleurs de ces news-là parce qu'on a une partie avec les bilans trimestriels de deux gros consoliers. Mais, les consoliers. Ouais. Oh, juste des consoliers. Habile. Non, le mot. Oui. Putain, les consoliers. On a leur bilan trimestriel. Oh, c'est pas moi qui invente le mot. Ouais, non, mais je sais, mais je le trouve exceptionnel. Mais du coup, c'est toujours surprenant de voir qu'on est à ce point. On n'a pas. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte, sur cette saison 2 de Blast News, on n'a pas une actualité, on n'a pas un seul podcast où on parle pas d'une affaire de licenciement. Ouais. Oui. C'est un truc, et c'est pas des petits licenciements à chaque fois, hein. Ça se compte en dizaines, en centaines, voire en milliers parfois. C'est ça. C'est assez fou que finalement, oui, parce que là, alors que les bénéfices n'ont jamais été aussi vénères, quoi. Avec Montréal, on peut presque dire que en vue des autres licenciements chez les autres boîtes, etc., c'est un petit licenciement parce que là, on parle de 98 personnes et au total, il y aura 124 postes supprimés. Donc, il y aura une petite, presque une trentaine de postes qui vont être supprimés dans l'avenir. Mais si je suis d'accord, c'est rien. À côté des autres, oui, c'est presque rien. Sauf que ça reste, je suis désolée, mais ça reste des 100 personnes. Enfin, à côté des autres, oui, c'est fameux. Non, mais j'ai eu 3, mais Dylan, il a eu 2. Oui, c'est ça. Mais ça reste 100 personnes. Ça n'a jamais marché chez moi. Mon père m'a toujours dit, tu vas t'en prendre une. J'ai eu 9 sur 20, mais toute la classe, ils ont pas eu plus de 10. Voilà, quoi, je veux dire. Le contrôle, il était dur. Hein. Ça ne marche jamais, ce genre d'argumentaire. Et Ubisoft, ça marche pas pour vous non plus. Donc c'est embêtant. Donc courage à tous les employés qui sont partis. Rappelez-vous que vous avez plus de chances de réussir en indépendant vu que tous les anciens Ubisoft. En vrai, ils font pas de développement. Ouais, après, c'est pas des développeurs. C'est vrai, c'est pas développeurs. Je vous souhaite bon courage en tout cas à toutes les personnes qui ont été touchées. Si jamais il y a des Canadiens qui nous écoutent d'ailleurs. Ouais. Faites le savoir. Et courage à vous. Et bon courage à vous. On passe à la suite. Alors la suite, c'est une news, on est encore une fois toujours dans cette continuité sur les difficultés que, entre grosses guillemets, peuvent rencontrer ces boîtes multimillionnaires, c'est ça ? Exactement. Les grands acteurs. Bon, après, là, en l'occurrence, la difficulté, je veux bien y croire. Il s'agit d'Epic Games. C'est la suite logique de... comment est-ce qu'on va appeler... Parce qu'Epic a été un petit peu prétentieux. Oui. C'est comment... Qu'est-ce qu'il crie Gai Sensei dans Naruto quand il entre par le mur, là ? Je sais plus. L'irruption fracassante. Voilà, il y avait exactement. Donc Epic Games a été relativement prétentieux, notamment peut-être porté par l'aura de Fortnite et l'impression de Rocket League et tout ce que ça pouvait imprimer en termes de billets. L'euphorie, exactement. Voilà. Et qui s'était pris à imaginer pouvoir gagner un procès contre Apple, pouvoir gagner un procès contre Google, pouvoir gagner un tête-à-tête contre Valve. Exactement. Des BT mortels. Et là, en fait, c'est un peu la gueule de bois, quelque part. Fortnite n'imprime plus autant de billets qu'avant. Alors, ça marche toujours très bien pour eux, rassurez-vous, mais plus au point de pouvoir tirer. Il en est plus à son prime, on va dire. Non, mais surtout qu'il en est plus à son prime et c'est plus suffisant pour à chaque fois pour étirer l'Epic Game Store et étirer les différents trucs à côté. Hein? Les trucs à côté, quoi. Ouais, les différents développement procès de la plateforme, qu'ils ont rencontrés, notamment le procès contre Google, qui a été l'occasion de se rendre compte que l'Epic Game Store n'est pas
bénéficiaires. C'est malgré les jeux gratuits. D'ailleurs, ils sont en train de réfléchir à arrêter le format de jeu offert sur Epic Game Store. Aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose sur lequel ils gagnent de l'argent. Ça a toujours été l'objectif d'attirer un public dessus, mais c'était l'objectif lors de leur défaite contre Apple en 2020. Ils disaient non, mais on est dans une stratégie de croissance, on est en 2022 contre Google. Ça commence à faire long. Et ils sont toujours pas en croissance et ça va pas. Pour le moment, ils sont sur des sonnettes d'alarme qui retentissent en interne. Actuellement, il faut revoir leur manière d'approcher l'état de nouveaux catalogues en sachant que Valve est toujours peut-être un peu plus accueillant qu'Epic. C'est un tout. Il y a le Game Pass qui est apparu aussi quand même, qui fait preuve, enfin c'est une opposition, même si c'est payant le Game Pass. Beaucoup de gens voient ça comme c'est pas des jeux gratuits certes, mais il y a quand même un catalogue. Tu payes 10 € et t'as un truc où t'as pas à attendre toutes les semaines, qu'on t'offre 2 jeux aléatoires, tu vois. Donc il y a toujours de la place pour une alternative, mais pour être frontalement en concurrence, c'est compliqué. C'est compliqué. Disons que les gens acceptent peut-être plus facilement d'avoir l'application Xbox sur leur PC parce que c'est le Game Pass, mais à côté de ça, si tu veux vraiment éviter le Game Pass et que tu préfères rester sur Steam, les jeux sortent en même temps sur Steam en fait chez Microsoft. C'est le problème. Voilà. Non, mais c'est pas un problème. Non, mais c'est le problème pour Epic Games. En fait, le Game Pass est une plateforme destinée aux personnes qui veulent le Game Pass. Oui. C'est pas une plateforme alternative à Steam. Enfin, c'est ça. En fait, ils se sont pas mis en opposition avec Steam. Ils ont fait, écoutez, on va faire notre affaire à côté. Et malheureusement, c'est Epic Games qui prend un peu dans la tronche parce que eux ont tenté un truc hybride à côté en mode, regardez, on a des jeux gratuits. En fait, ils avaient que les jeux gratuits à proposer. Et en fait, ils sont arrivés. Et ils ont essayé de profiter de l'aura de nouveaux venus qui fait beaucoup de bruit et qui essaye d'aller au contre-courant des autres acteurs. Et ça a marché pendant un certain temps, donc ils ont attiré avec Fortnite parce que c'était un peu n'importe quoi à Fortnite tellement c'était cool. Tout le monde était déçu et tout. Et ils ont essayé d'attirer avec les jeux gratuits pour essayer de tirer un peu la couverture, pour piquer les gens chez Steam. Mais sauf que ça peut pas marcher éternellement juste avec ça. Parce qu'il y a aussi question de stabilité, des habitudes, donc... c'est les mêmes problématiques qu'on rencontre avec les jeux-services, quelque part. Voilà, ça s'essouffle un peu, ils n'arrivent pas à proposer autre chose pour maintenir les gens dessus, et c'est quoi la vraie alternative d'Epic Game Store vis-à-vis de Steam? Je sais pas. Ils avaient les jeux gratuits, mais du coup, s'ils enlèvent les jeux gratuits, ça va être compliqué pour eux. Je sais que financièrement, c'est un coût quand même, parce que ils sont pas gratuits comme ça, c'est des deals à plusieurs millions de dollars qui sont faits avec les sociétés de développement. Quand c'est des gros jeux, on pensera notamment au deal avec GTA V, Je vous rappelle qu'à une époque, GTA V était gratuit sur l'Epic Game Store. On l'a récupéré. C'est des deals, ça coûte cher, Et ça, à force de signer des trucs comme ça, peut-être avec d'autres personnes, ça finit par creuser, on va dire, un déficit qui, il se rend compte, est peut-être irrattrapable avec Steam. Voilà. Je vais pas pleurer sur leur tombe. Ça leur. Attends, ils sont pas enterrés encore. Je suis curieuse de voir comment ils vont faire, parce que si leur stratégie, s'ils vont continuer à la baser sur on essaie de faire le max de bruit en essayant de s'attaquer au plus gros et en faisant en mode oui, on est un petit révolutionnaire. En fait, le délire, c'est vraiment être dans la concurrence, c'est bien parce que j'estime que c'est un problème que Valve soit tout seul aux commandes du marché PC, on va dire. C'est bien, mais derrière, pourquoi c'est toujours les plus gros qui s'y attaquent? Petit 1, petit 2, faut aussi proposer des trucs derrière. Faut pas juste de la gueule, quoi. Oui, le problème, c'est qu'Epic, c'est que de la gueule, quoi. Ils vont pas pouvoir rester pendant longtemps dans une posture de je suis une petite société qui se bat contre les gros méchants. Ils sont aussi des gros méchants maintenant. Donc qui ont les dents longues. Voilà, ils pourront plus. Ça sert à rien de défendre une société multimilliardaire. C'est ça. Jamais. Par contre, du coup, avant qu'on passe à la pas suite. De défendre le milliard. Avant qu'on passe à la suite, je profite d'un petit moment. Si d'un coup, on a parmi les personnes qui nous écoutent, il y a des gens de chez Gameblog. Les gars, votre site, c'est difficile là. Les publicités, c'est insupportable. Non, mais ça saute de partout. J'arrive même plus à lire l'article devant mes yeux. Continuez parce que vous savez qu'elle se fait avoir par les pubs. Je la vois de temps en temps. Non, mais. Arrête, tu perturbes mon message initial. J'arrive pas à lire l'article. Il est caché par la vidéo de la publicité qui passe sur votre page. C'est pas normal. Je suis d'accord. Passons à la suite. Bon, la suite, c'est un peu plus réjouissant, entre guillemets. Il faut en parler. On n'a pas beaucoup d'informations là-dessus, mais ça fait partie des news hype du moment. Il va y avoir un film en live action de Legend of Zelda. C'est Shigeru Miyamoto qui l'a annoncé sur le Twitter de Nintendo. C'est super. Voilà.
Je sais pas ce que vous en pensez, vous, de cette possibilité. Zelda, quoi. Peut-être le truc le moins filmique que je puisse imaginer. J'avais fait la blague sur TikTok que pour moi, il y avait 2 options possibles. Soit une comédie musicale dans laquelle Link se met à chanter façon The Artist. Enfin, film muet The Artist avec des musiques. Ça pourrait être intéressant. Ou que ce soit une adaptation de la série animée 1989. Que le Link soit vraiment casse-burn avec des Excuse Me Princess partout. C'était une blague. En vrai, pour moi, il va falloir qu'il fasse très, très attention avec cette adaptation-là parce qu'il faut pas que ça tombe dans le Marvel ou le Sony de ces derniers temps, à savoir faire des propres remarques sur son média. Et le problème, c'est que Zelda, il y a des perches vénères qui sont tendues pour se moquer de lui-même à chaque fois. S'il se fout de sa propre gueule, quand tu parles toi maintenant, oh bah tiens, c'est pas courant Link de t'entendre parler, coup de coude dans les codes du spectateur. Oh là là, encore Ganondorf, il attaque. Vous voyez le genre que je veux dire sur se moquer de lui-même. Ça va être compliqué. Je pense qu'il aurait tout à gagner à assumer premier degré son héritage façon One Piece, parce qu'on l'a vu que One Piece, l'adaptation Netflix, ce qui était bien, c'est que certes, peut-être, il y a des maquillages un peu claqués, mais c'est assumé complètement et ils font jamais de remarques sur ça. Ça pourrait être intéressant à ce niveau-là, mais c'est chaud, quoi, parce que on parle d'un film et je vous avoue que j'ai un petit peu peur à ce niveau-là et que même en étant très sérieux sur la démarche d'adaptation Zelda, je pense que ça aurait été mieux d'en faire un film d'animation. Ouais. Mais surtout, la structure même, est-ce qu'ils vont reprendre la structure des jeux? C'est-à-dire qu'avant d'aller s'attaquer aux gros méchants, il va falloir qu'on voyage aux 4 coins du monde pour aller taper un méchant du feu, de l'eau, de la terre et du vent, c'est ça? Avatar. C'est ce qui rend la lecture des mangas Zelda pénible, c'est que justement c'est la structure des jeux qui est adaptée. Il y a Victor qui a évoqué Avatar, la légende de machin là, mais le film il s'est cassé la gueule comme pas possible, justement à cause de ce système-là et qu'il faut faire le tour du monde. Oh bah, y a pas que lui, il y a le film Silent Hill qui adapte les mécaniques du jeu Silent Hill. Genre, trouver une clé dans la bouche de quelqu'un. Écoutez, on verra bien. Il y a le titre du jeu. Silent Hill. En vrai, le film Silent Hill, j'ai une tendresse pour le premier film Silent Hill parce qu'en ce moment, on est en train de regarder les films Resident Evil et ça, c'est un problème. Oui. Oh bah on verra. T'as déjà des teasings, tu sais qui va être dedans? Bah non. Moi j'aimerais bien l'Arbre Mojo, Jean Lassalle. Par contre, tu es fils de berger. Oui, c'est Twilight Princess. Ouais. Je pense qu'il y a du potentiel. Faudrait peut-être qu'il se penche là-dessus. Link, il faut attaquer Ganondorf. En tout cas, moi, fils de berger. Alors ma sauce de Sword, tu la veux? Je suis un Goron en colère. Ouais, c'est vrai qu'il pourrait faire un Goron aussi. Non, mais c'est moi ce que j'aimerais attirer votre attention sur le fait que le film est cofinancé par Sony. Oui. Le film Zelda. Columbia Pictures du coup. Ouais, Columbia Pictures. Il est écrit. Et produit aussi par Arad Productions, donc par Avi Arad. Avi Arad qui a produit aussi du coup les Spider-Man Into the Spider-Verse. Ah. Donc ça veut dire qu'on pourrait avoir un super film d'animation tout à fait exceptionnel. Mais on a un live action. Mais ce sera un live action. Mais on a un live action. Réalisé par le gars qui a fait la trilogie du Labyrinthe. Oh. Ok. Le film pour ados. Du coup, la série de films pour ados de 16 ans. La seule chose, j'ai pas d'avis vraiment à donner, on en sait trop peu, mais la seule chose que Arad. Oui, non mais la seule chose, c'est pas mal. Non, bravo. ça m'arrange. Je vais faire un jeu avec mes sourcils. La seule chose que je souhaite à ce film, c'est d'avoir un petit peu plus d'ambition que le film Mario. Ouais, après il était solide, j'aimerais qu'il soit plus que solide. Oui, ça se trouve, ils vont réussir à fabriquer un petit golem avec tout ce qu'ils ont réussi à rassembler autour de la production. Mais en tant que fan de Zelda, si on devait faire un film de Zelda, quel Zelda t'adaptes? Ah, alors Emma Watson en Zelda. Ouais. Pourquoi? C'est pas mal. La lignée de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, parce que narrativement t'as plus de liberté. Donc plus dans cette lignée-là, narrativement en mode Link qui se réveille 100 ans après et qui essaye de raccrocher les wagons de son amnésie, c'est plus intéressant que tu es l'élu parce que t'as la Triforce sur le bras. Avec une narration avec une narration non linéaire du coup. Ouais, ça pourrait être intéressant. Ouais, ça pourrait être pas mal. Qui récupère un petit peu ses souvenirs avec quelques flashbacks occasionnellement. Tu voudrais une adaptation de Zelda, mais en fait c'est Reservoir Dogs. Ouais.
Ça serait intéressant. À ce niveau-là, ça serait intéressant. Et puis de toute manière, c'est le seul Link qui a été réfléchi en termes de proportion pour que ça fasse humain. C'est pour ça qu'il n'a pas le chapeau vert, Link. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que... Il a les oreilles pointues ou pas? Oui. Ça, il faut le garder. Ça, c'est pas dérangeant que tu aies les oreilles pointues. Le Seigneur des Anneaux le fait très bien. Oui, mais... Je me pose des questions sur le récit à créer quand tu adaptes Zelda. Je me pose des questions. Je suis d'accord. Et en vrai, les seuls qui s'en sortent, ou dans lesquels tu peux prendre des libertés tout en faisant du Zelda, c'est les derniers. Et ceux d'avant, leur structure narrative, c'est pas possible. Je pars du principe que on peut avoir une bonne surprise. Faut pas être cynique direct, même si c'est très tentant, parce que c'est très drôle. Mais je prends un exemple, je sais pas, c'est possible de faire un très bon Moi, je veux Jack Black en Ganondorf. Un très bon film fantasy, un peu qui donne un petit peu dans la référence filmique années 80. Apparemment, le dernier Donjons et Dragons était très très bon. C'est vrai, c'est vrai. Après, Donjons et Dragons, il y a t'es très libre dans la narrativement, enfin tu fais ce que tu veux avec Donjons et Dragons. Tu te rends compte, tu peux faire un sbul comme pas possible avec du Donjons et Dragons. N'importe quel personnage. Là, c'est compliqué. On est un peu bloqué par les figures. Il faut Zelda, il faut Link, il faut Ganondorf. Si ça se trouve, c'est un film sur Tingle. Oh. Si Jack Black joue Tingle. Non, j'aimerais qu'on garde Jack Black. J'adore Jack Black, mais j'aimerais qu'on le garde en dehors des films Nintendo parce que c'est bon, il a fait Bowser, c'était marrant. On peut passer à autre chose. Ok, alors Jim Carrey en Tingle. C'est bon, il a fait Robotnik, c'était marrant. Est-ce qu'on peut arrêter on peut passer à autre chose. Oh mais c'est bon. On a compris, vous avez vos acteurs fétiches. Tom Holland en Link. Oui. Et Keanu Reeves en Sidon, c'est bon, on a compris, on peut passer à autre chose. Idriss Elba en Princesse Zelda. Tout ça. Pedro Pascal, où est-ce qu'on le met? Pedro Pascal, il peut jouer. Il peut jouer Talon, le père de Malon. Et Henri Cavill en Epona, c'est bon, on a compris. Ok, on passe à la suite. On passe à la suite. La suite, alors là, on va relate avec Mage parce qu'on est peut-être les deux seuls fans de Mass Effect au monde qui restent. Au monde. J'exagère, mais on n'est plus beaucoup. De bâtards, on est que deux. C'est pas qu'on est plus beaucoup, c'est qu'on est tous très vieux parce que mine de rien, Mass Effect 2007. Waouh. Voilà, je tenais à poser ça là. Mass Effect 2007. Donc c'était le N7 Days le 7 novembre dernier et on a eu l'occasion de voir que y avait un teaser qui a été balancé sur le prochain Mass Effect qui s'appelle Epsilon. Enfin, qui a le nom de code Epsilon. Epsilon ou Epsilon? Epsilon. Ok. Et qui reprendrait en fait la suite directe de la trilogie originale puisque c'est Liara Tsoni qui parlait dans le premier teaser. Voilà, ça a été confirmé. Alors, on ne sait pas comment est-ce que ça va se passer, quels seront les enjeux, comment est-ce qu'ils vont résoudre le fait qu'on a quand même 3 choix qui sont faits à la fin, 3-4, je sais plus. Comme d'habitude, ils diront qu'il n'y en a qu'une seule qui marche et que t'as fait ça pour rien. C'est la fin rouge et la fin bleue. Et la verte, c'est la fin verte qui Je pense que c'est la verte qui va gagner. C'était quoi la fin verte? La fin verte, c'est que les machines et les hommes fusionnent et qu'on devient genre un peu, sur ta peau, t'as genre de circuits imprimés sur toi très léger. Tu crois que ça serait ça qui serait... Je sais pas, parce que la rouge, ça serait les moissonneurs sont détruits. Ça m'a l'air un peu... c'est la fin bateau, quoi. Les moissonneurs sont détruits. Nouvelle menace. Nouvelle menace. Je sais pas, c'est un peu trop bateau pour... je sais pas. Après, t'as le contrôle, tu prends le contrôle des moissonneurs. Je vous avoue qu'effectivement, on est dans une impasse narrative, encore une fois, avec Mass Effect, parce que quand les moissonneurs sont arrivés, je suis désolé, les moissonneurs, c'est la menace ultime de l'univers. Bah non, c'est le grand reset. C'est le grand reset à chaque fois. J'ai juste une question par rapport au lore de Mass Effect, parce que je ne les ai pas faits. Je vais dire un truc au pif et tu vas me dire si c'est vrai ou pas. Les moissonneurs, donc, c'est un truc mis en place dans l'espace pour empêcher les formes de vie organiques d'évoluer, parce que sinon elles entraînent inexorablement la mort thermique de l'univers. En fait, c'est qu'elle crée des robots. En fait, le problème, d'abord, le problème, c'est les robots. Les moissonneurs, c'est une intelligence artificielle qui est programmée pour détruire toute vie organique quand ils ont atteint un certain stade d'évolution qui leur permet de faire des intelligences artificielles. Genre les moissonneurs. Genre les moissonneurs, tu vois. Et le problème, c'est que l'humanité, les vies organiques ont atteint ce stade-là dans Mass Effect. Donc les moissonneurs sont arrivés à ce cycle-là pour détruire les civilisations, les mettre dans un moissonneur qui correspond à leur civilisation. Voilà, et rayer de la vie toute civilisation pour revenir à un état un peu plus archaïque. Toute civilisation, pour protéger la vie en fait. Toute civilisation avancée. En fait, c'est ouf parce que j'avais jamais réalisé que Mass Effect c'était vraiment Tengen Toppa Gurren Lagann. C'est le même scénario. Oui. C'est exceptionnel. Il y a un peu de ça. Et, non, mais c'est très très. En vrai, ça se suit bien. On l'a fait dans les grandes lignes, etc. Et c'est intéressant à suivre. Mais c'est vrai que c'est difficile de passer après ça
Ça a été le problème de Mass Effect Andromeda qui avait trouvé, je trouve, l'entre-deux en disant on sait pas ce qui s'est passé après parce qu'en fait on va changer de galaxie. Moi je trouve que c'était très bien. Les joueurs ont fait du mal à Mass Effect avec Andromeda. En fait ils voulaient vraiment absolument la suite de Mass Effect et ils ont craché Ils ont craché, ouais, il y avait des problèmes. Il y avait des énormes problèmes. Mais si on n'a pas eu de Mass Effect depuis tout ce temps, je suis désolé, c'est à cause des joueurs. Vous avez anéanti Andromeda qui méritait pas d'être anéanti comme ça. J'attendais les DLC moi et on les a jamais eu parce que les gens étaient juste furax. J'attendais la suite quoi parce que ça se finit sur des mais moi j'étais super chaud en plus, nouvelle galaxie, nouveaux trucs à découvrir et tout, et non, finalement ça a disparu. Bon, maintenant on retourne sur l'arc principal. Je vous avoue que je suis content parce que j'adore Mass Effect, mais je sais pas à quoi m'attendre. Est-ce que Shepard sera le grand méchant? Est-ce qu'il tu sais quand il prend le contrôle des moissonneurs parce qu'il y a une fin comme ça, est-ce que ça sera lui le grand méchant désormais? Je ne sais pas. Et on va voir. Mais c'est une bonne nouvelle. Mass Effect revient. Ça revient. C'est déjà ça. Là où c'est un peu moins une bonne nouvelle, c'est que c'est entaché par des grosses polémiques. Encore des licenciements chez BioWare. Alors, pour le coup, encore une fois, on est dans le même topo que Ubisoft. On y revient. Si il y a une société pour laquelle les restructurations et les licenciements, oui, parce que c'est chaud chez BioWare en ce moment. On rappellera, Anthem est passé par là. Coucou, il y a eu des problèmes chez Anthem. Ils ont annulé leur refonte. Actuellement, il n'y a plus de projet chez BioWare, à part Dragon Age 4 qui a beaucoup de mal, à part Mass Effect 5 qui a beaucoup de mal. Il y a des gros problèmes. Donc, il y a eu des restructurations. Et encore une fois, comme pour Ubisoft, plutôt que de dire on rencontre des soucis financiers avec les différents problèmes et les différents projets qui n'ont pas fonctionné, on a des gros problèmes, des excuses claquées sur ces licenciements et notamment le fait que on a licencié 50 employés comme de la merde, sans les remercier, sans appuyer le fait qu'il y a eu des mauvais traitements de leur part, parce qu'il y a plein de sales dossiers qui émergent de la part des anciens employés qui disent que non, mais c'était pas fou chez BioWare, l'ambiance elle était un peu pourrie. Et on est en train de remonter petit à petit. Alors je pense que sur les jours à venir, on va avoir pas mal de caca qui vont remonter aussi à ce niveau-là. C'est le bouchon là. Ah mais je vois. Alors en creusant dans l'article, malgré les publicités qui couvrent le texte, toujours Gameblog, oui, j'ai vu qu'en fait, parmi les personnes licenciées, il y a des vétérans qui ont bossé chez eux pendant plus de 20 ans. Et du coup, c'est ceux qui attaquent du coup en justice la société parce que les indemnités de licenciement ne couvrent pas leurs années de service. C'est ça. Ouais. Donc, plein de caca chez BioWare, donc je suis chaud. Créativement parlant, pour voir le retour de Mass Effect, mais il y a des choses qui ne se font pas. Encore une fois, il va falloir partir du principe que BioWare, tel qu'on le connaissait, c'est foutu, c'est finito, et que maintenant, ils ont toutes leurs... Ils ont tout à refaire. Prêt à refaire. Mais même leur qualité de jeu, Mass Effect 5, je suis désolé, mais rien qui assure que ça sera un bon jeu pour le coup, parce que depuis, ils ont pris dans la gueule. Oui. C'est plus du tout les mêmes équipes, c'est plus du tout les mêmes objectifs, je suppose. Je crois que c'est même plus du tout les mêmes dirigeants, non? Oui. C'est eux qui ont souffert du... Ils font quoi déjà? Ils font de l'alcool maintenant? Oui, c'est les brasseurs maintenant. Qui est brasseur. Voilà. C'est hyper drôle. Non, mais voilà. Mais en vrai, j'ai hâte, mais je vous avoue que je me prépare à une énorme daube, par contre, potentiellement. Oui. C'est. En tout cas, une grosse déception. C'est pour ça, vous, les fans de Mass Effect, chauffez pas trop. On se comprend. On est ensemble, on n'est plus très nombreux. On voulait le jeu sur la guerre du premier contact, donc, on l'a pas eu. On va parler entre nous. S'il vous plaît, ne vous chauffez pas trop sur Mass Effect. N'oubliez pas que ce n'est plus du tout le même BioWare qu'avant. C'est juste un prête-nom maintenant. Prenez les précautions. Il y a peut-être des gens extrêmement doués dans le lot qui vont réussir à faire quelque chose d'incroyable, mais partez du principe que c'est toujours Electronic Arts derrière. Oui. Mais de l'autre côté, quand il sortira... Ils ont plus la force de frappe à l'époque, ils disaient mais regardez ce qu'on a fait avec 1, 2, 3. Là, c'est le dernier, c'est Andromeda quand même, les gars. Donc ça va être compliqué. Et qu'ils ont fait un thème qui a bidé et qu'ils ont du mal avec Dragon Age. Mais quand le jeu sortira, il faudra quand même faire très attention avant de lui taper dessus. Faudra voir si effectivement il y a peut-être des qualités malgré tout pour laisser la chance malgré tout. S'il faut lui taper dessus, tapez-lui dessus pour les bonnes raisons et pas juste pour son histoire. Voilà, pas juste parce que c'est pas Mass Effect 5, je m'énerve. C'est pas ce que j'attendais. En vrai, moi j'y rejouerais bien Andromeda là maintenant. Pourquoi pas? On passe à la suite. Allez. La suite donc, c'est les bilans trimestriels. Alors il y en a eu plein, il y a à peu près toute l'industrie du jeu vidéo qui l'a faite. Microsoft est toujours secret, alors j'esquive Microsoft. Vas-y. Je suis désolé. Et on va se concentrer sur Sony et sur Nintendo. Alors explique-moi la crise de la tech. Où en est-on?
Eh ben ça va très bien. Globalement pour les deux. Alors Nintendo n'a pas fait de plan de licenciement au global, c'est toujours une courbe très lente d'augmentation des effectifs Nintendo. Ça a pas vraiment changé. Même quand il y avait des crises entre guillemets, il y avait juste des ralentissements d'embauche, mais pas de licenciement et de plan de licenciement. Bon, là, en même temps, d'habitude les Japonais c'est aussi un peu l'honneur de garder tous les employés. Ils sont toujours à l'ancienne comme Nintendo. Oui, et puis encore une fois, on le rappelle, mais du côté des Japonais de manière générale, il y a une autre crise dont on parle pas vraiment, c'est la fuite des cerveaux chez les Tencent, NetEase, etc., qui sont des géants dans les autres pays d'Asie et en Europe aussi. Où ils sont nettement mieux payés, donc en général, il y a une augmentation des salaires au Japon pour pouvoir essayer de garder les employés dans oui, je vous rappelle, c'était pas l'année dernière qu'on en parlait, que c'est genre le ministère du Travail qui a dit augmentation de salaire pour tout le monde et on essaye de faire embaucher les étrangers pour qu'ils viennent travailler. Donc c'est encore un autre game. Là, on va se concentrer sur les bilans trimestriels. On n'est plus dans les Maintenant, aujourd'hui, Poitiers est une fête, d'accord? Alors, dis-nous tout. Alors, Sony, pour commencer, 8,2 millions de PlayStation 5 écoulés dans le monde sur le semestre, plus de 44% par rapport à l'année dernière. Je rappelle, c'est les threads de Oscar Le Maire qui, comme d'habitude, propose ses analyses toujours détaillées de magnifiques graphiques sur les ventes de consoles et de jeux de chacun des consoliers. Donc du coup, 8,2 millions de PlayStation 5 écoulés dans le monde sur le semestre. Donc c'est plus 44% par rapport à l'année dernière. Donc les problèmes de stock sont définitivement derrière Sony. C'est terminé. Vous en pensez ce que vous voulez. Moi, je ne m'exprimerai pas sur le fait que je trouve ça injuste. Je vais mal parler si je parle. Si je parle, je vais mal parler. Parce que je trouve que c'est pas mérité, mais c'est pas le sujet. Il y a rien sur PS5. Bon, pardon. La PlayStation 5 atteint un total de 46,6 millions de consoles écoulées dans le monde. Oui. Non, je n'ai rien dit. Oui. Je n'ai rien dit, tu vois. Arrêtez, on va nous taxer de regard biaisé. Mais c'est vrai. 124 millions de jeux PS4 écoulés dans le monde sur le semestre, ce qui est encore une fois énorme. PS4, PS5, non? PS4, PS5, oui, les deux on merge. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 11,3 millions de jeux first party Sony, ce qui est un peu moins que l'année dernière. Il y en a des moins. Ça fait partie d'ailleurs des actualités à souligner, c'est que Sony a déclaré récemment décaler tous les jeux services first party qu'ils comptaient faire. Il y en avait 12. Il y a 12 jeux services Sony à arriver, enfin qui étaient prévus entre maintenant et 2025. C'est reporté entre 2025 et 2026. Donc on va dire que si vous avez la dalle des jeux Sony, c'est pas prêt de s'arranger sur les 16 mois à venir. Voilà. Là vraiment, j'essaye de rester de bonne foi. J'essaye de rester impartial, mais ça commence à me gratter le visage. Continue. Tu sais ce qui est terrible ? C'est que je crois qu'après Spider-Man 2, il n'y a pas grand-chose à se mettre sur la dent sur les mois qui arrivent. Il n'y a pas Wolverine. Il a juste été teasé. Il n'y a pas Stellar Blade. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. J'essaye de garder la pêche, comme disait Booba. Ouais, bref, sinon tout va bien parce que l'activité jeux vidéo Sony a fait un chiffre d'affaires record. Oui. Voilà, on est sur un chiffre d'affaires de 10 824 milliards d'euros. Millions d'euros. Millions, oh là, 10 000 milliards 10 000 millions la d'euros. La GAFAM qui devient la SAFAM. Et un bénéfice net opérationnel, de 615 millions d'euros. Voilà. Ce qui est plutôt pas mal, ce qui est à nouveau en croissance par rapport à la sortie de la PlayStation 5 où ça avait un peu chuté. Parce que c'est normal, hein, c'est une année de lancement de nouvelles consoles, en général, c'est normal. Ouais, en général, il n'y a pas de jeu au début, ça. Donc, des chiffres plutôt, on va dire, encourageants. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre ? Oui, 5 millions de Spider-Man 2 vendus en 11 jours. C'est moins que God of War Ragnarok qui avait fait 5,1 millions. C'est moins que Zelda Tears of the Kingdom qui avait fait 10 millions en 3 jours. C'est mieux que Super Mario Bros. Wonder, qui avait fait 4,5 millions, pareil, en 14 jours. Voilà. Donc, écoutez, Sony va très très bien. Ils sont toujours sur leur petit rail d'argent avec un coup de microtransactions et de ponctions sur le PS Store qui fonctionne bien. À défaut de sortir des jeux, on sait que Sony prévoit un peu moins de chiffre d'affaires sur cette année parce que justement, ils n'auront pas de jeu. Donc ils prévoient une baisse du chiffre d'affaires. Voilà. Vous avez des suggestions, peut-être des commentaires à faire sur l'état de Sony ? Si j'apporte un commentaire,
vraiment, on va me taxer de mauvaise foi, donc... Ouais, pareil. J'en ai marre qu'on m'explique que je suis mais moi, vas-y, mais c'est le moment. J'aime beaucoup PlayStation, j'aime bien la PS5, mais c'est vrai que j'ai moi-même c'est triste en ce moment. C'est toute la génération est triste. Toute la génération. Juste. Ouais. Toute la génération est triste, c'est pas beaucoup plus reluisant du côté des autres. En fait, chez Nintendo, ça va. Nintendo, ça va. Enfin, ils sont un peu aussi en... Attendez la prochaine news. Enfin, sur Nintendo, ça fait 2 ans qu'ils sont un petit peu sur des rails de sécurité, tu vois, mais au moins ils sortent des jeux, tu vois. Oui, mais enfin, même en étant sur des rails de sécurité, il y a plus de jeux Nintendo que de jeux Sony. Oui. Il y a plus encore une fois, c'est l'avantage de Nintendo. En vrai, je pense qu'ils commencent, enfin, sur toute la génération Switch, ça a été de vraiment récupérer les fruits de ce retard générationnel qu'ils ont pris. Parce que du coup, ils se rendent compte, nous, du coup, comme c'est pas au même niveau, nos coûts de production, ils n'ont pas fondamentalement augmenté plus que les autres, donc ils peuvent produire plus de jeux. Et c'est ma remarque, c'est que oui, en fait, je ne comprends pas pourquoi on achèterait une PS5 plutôt qu'une... C'est une grosse PS4 actuellement, quoi. Bah oui, pareil pour la Xbox Series X, hein. C'est une grosse Xbox One mais... en ce moment. Là, franchement, depuis 2020, je suis désolé, mais c'est... Parce que c'est sorti en 2020. C'est la mort du fun, hein, cette génération de consoles. Hein. Vraiment. Hein, pas de jeu. Il n'y a pas de jeu. Si vraiment vous voulez faire les jeux les plus récents, jouez-y sur PC. Les exclus PS, ça sort aussi sur PC. Il y a des jeux, mais il n'y a pas d'exclus, quoi. T'as pas de raison de signer chez un constructeur, c'est ça. Plus qu'un autre, en tout cas. Oui, c'est ça. C'est vraiment, vous prenez la console sur laquelle vous êtes le plus à l'aise, entre guillemets. Et excusez-moi, mais du coup, si vous passez sur PlayStation, moi, il n'y a pas de problème, mais assumez que c'est parce que vous êtes habitué d'être sur PlayStation, point barre, quoi. C'est juste parce que c'est le nom, quoi. C'est la marque qui vous fait rester. C'est pas parce qu'une console est meilleure qu'une autre, parce que dans les faits, c'est pas intéressant dans l'un ou dans l'autre, quoi. Il y en a pas un qui se dégage plus que l'autre, je trouve. Moi, je vois surtout qu'on reste quand même dans cette optique-là, que si vous jouez à... si jeux vidéo, c'est une activité qui prend du temps chez vous, que vous en faites régulièrement, etc., ça reste toujours très intéressant d'avoir sa petite console Nintendo à côté de potentiellement une console PlayStation ou Xbox ou PC. Parce que là, maintenant, il n'y a même pas de différence entre PC, console, PlayStation ou Xbox, quoi. Il y a bien que Nintendo qui arrive à garder ce caractère enthousiasmant, même sur des jeux tiers, Ok, ça a du mal à tourner sur le hardware pour les jeux récents. Ça tourne en 12 frames par seconde en 720. Mais cependant, ça reste une console familiale, par exemple. Sur les jeux indépendants, par exemple, je trouve que, pour moi, en tout cas, le choix, il est toujours difficile de savoir est-ce que j'attends qu'il sorte sur le Game Pass ou est-ce que je le prends sur Switch pour jouer en nomade à ce jeu-là, tu vois. Je trouve qu'il y a toujours cette aura du « Ah ouais, mais en nomade, quand même, c'est cool, quoi, tu vois, d'y jouer sur ma console en nomade. » Oui, mais si on met ça à côté des rapports CEL de du dernier podcast que vous avez analysé, je vous rappelle, on est autour de 70% des Français qui jouent au moins de façon occasionnelle aux jeux vidéo de temps en temps. Et la partie des personnes, on va dire... les grands-parents, grosso modo, qui augmentent de plus en plus parce qu'ils jouent avec les enfants et les petits-enfants, c'est la console Nintendo, normalement, qu'ils utilisent pour des petits jeux sympathiques. Moi, je pars du principe que Nintendo, ils ont gagné, hein. Tranquillement, sur cette génération-là, en tout cas, ils ont tout pris. Elle est sortie quand Non, mais je sais, mais ils ont tout pris sur la quantité de consoles, sur l'utilisation à la maison par les joueurs, parce que du coup ils sont de plus en plus âgés et de plus en plus nombreux. Nintendo, ils ont tout gagné. Ils ont tout compris, en tout cas, de l'état du marché actuel, je trouve, en s'éloignant en plus des jeux services, en n'essayant pas de les investir, on va dire... Oui, ça, ils ont expérimenté sur mobile, mais ils ont fait un retrait qui est très poli. Alors, ce qui est ouf, en plus, c'est que en termes de jeux services, ils ont fait des trucs fonctionnels, mais ils ont jamais monétisé le truc, quoi. C'est genre Splatoon 3... Ils ont fait des... Ah, moi, je pensais à leur jeu mobile. Moi, je pensais à Fire Emblem, je pensais oui. À ce niveau-là, oui, ils ont fait une percée réussie, et le reste, ça a été des échecs. Des échecs, oui et non, ça n'a pas été des gros succès, donc j'imagine qu'à l'échelle d'un jeu service de ce que tu en attends, je peux le vivre comme un échec, oui. À côté de ça, on a du coup les Xbox et les Sony, ils sont toujours en train de vouloir proposer des jeux pour des vrais gamers, tu vois, tandis que Nintendo, ils sont vraiment... Non, mais c'est beaucoup pour les joueurs occasionnels. Ils ont pas de jeu, donc... Non, mais c'est de ça que je te parle, c'est que le public
n'est pas du tout le même. Là, Sony et Xbox, ils s'enferment dans ce type de public qui, genre, sont censés jouer 15-20 heures par semaine et qui font que des gros jeux de pistolet, quoi, tu vois. Je sais pas si Sony s'enferme là-dedans, étant donné que l'exclu Sony, c'est plutôt un jeu solo. C'était, parce que maintenant ils caméra veulent plus épaule faire avec des un jeux parent services. célibataire. C'était. Parce que maintenant ils veulent plus faire des jeux services. Hein. On rappellera encore une fois, le projet là, c'est 12 jeux services qui vont débarquer entre maintenant et 2026. Ah, mais c'est pas annulé, ça? Ah non, c'est repoussé, c'est pas annulé, c'est repoussé. Ce sera juste tu veux dire qu'il y a redistribué plus de- différemment. Ok, je me suis retenu de faire des blagues pendant toute cette partie. Taxez-moi de mauvaise foi. Ça veut dire qu'il y aura plus de jeux services estampillés Sony que d'exclus PS5? Bah, Bah oui, mais dans la mesure où ces jeux services sortiront très certainement aussi sur PC, bon. Parce que c'est des jeux services, il faut forcément les rentabiliser. Donc... Ouais, bah oui. Ah. Bon bref, je vous avoue que moi je suis pas ultra emballé par ce que produisent ces consoliers là. Je préfère me tourner vers les éditeurs tiers qui m'emballent nettement plus à ce niveau-là, et ou Nintendo si vraiment on devait en réserver un. Xbox pour moi la grosse déception serait, enfin je veux dire qu'ils fassent battre l'actu avec des rachats c'est une chose, mais au bout d'un moment faudrait voir la couleur faudrait voir le résultat des rachats. Ça prend des années à se mettre en place, mais oui je suis d'accord avec toi. Le projet qui m'a le plus hypé côté Microsoft sur ces derniers mois, c'est Pentiment. alors Pentiment c'était sympa, mais je pensais pas à Pentiment. Je pensais à quoi? Au Hi-Fi Rush. projet Ibiki, Hi-Fi Rush, monsieur. Ça fait quand même 3 jeux là, c'est bon, pas mal. Ouais, enfin, parce que là on parle, c'est Activision, le rachat d'Activision Blizzard qui catalyse le plus les regards, et il y a une attente autour de. Mais enfin, je suis désolé, mais des Obsidian, ils ont racheté Obsidian à la fin de la génération Xbox One. Oui. Donc ça commence à faire un petit moment, et le seul jeu de ce rachat qui en est ressorti, c'est Pentiment. C'est un bon jeu. Oui, mais enfin. Ah oui, bah après c'est pas. Voilà, moi c'est un très bon jeu, c'est pas un problème, mais. Ah bah c'est sûr, mais bon après bon. T'es mal à puissance des 12 teraflops bah de la c'est sûr- Xbox c'est sûr Series que X, quoi. ça rend pas hommage à la série X pour le coup, mais bon, je préfère ça plutôt qu'ils cravachent le studio en mode allez, sortez-nous des jeux là où je vais vous monter en l'air. Non mais quoi. bien sûr, je dis pas le contraire. Mais enfin, je trouve que c'est un peu chaud, Tu quoi. t'attends à plus, c'est sûr. Bethesda, c'est c'est Redfall. Et encore, Redfall, il était en développement. L'espoir de Redfall, c'est qu'il se fasse annuler par le rachat par Microsoft. Ils attendaient que ça, les mecs. Bah après, bon, ils ont racheté ça il y a 1 an et demi, 2 ans, Bethesda. Oui. Donc voilà, et là, bon, on parle d'Activision, mais bon, si PlayStation n'avait pas fait sa drama queen pendant presque 1 an et demi en mode ils vont nous anéantir, ils auraient sûrement racheté ça plus tôt. Ils nous ont ralenti là-dessus. Comment ça, ils nous ont ralenti? Ils nous ont. Oh là là. Qu'est-ce que j'ai. Là, t'as la musique. Je suis découvert. Je répète. Envoyez-moi une Xbox volante pour m'échapper. Non mais qu'est-ce que tu veux dire par ils nous ont ralenti? Le truc c'est que tu le sais que je suis team Xbox depuis le début. C'est comme ça. Moi c'est ma petite vengeance. On revient en force. J'ai eu les Xbox première du nom. Tu sais que je mais c'est comme Epic pour le moment. Excuse-moi, c'est que de la gueule Microsoft. Hein. Oui, mais c'est que de la gueule. Non mais il a eu son Xbox tandis que tout le monde avait une GameCube, tu vois. Et sa GameCube. Ah non, tout le monde avait une PS2. Oui, bah voilà, donc, mais les gens GameCube savent très bien. Mais il était encore plus dans la loose que les joueurs de de Nintendo. Alors, vous étiez en souffrance parce que, enfin, je veux dire, on était deux. Nous, en tant que joueurs de GameCube, on n'était pas très nombreux, mais au moins on avait d'excellents jeux, tu vois. Écoute, donc ça va, on était heureux. Non, mais c'est pas grave. Laissez-nous notre caviar. Oui, bah tiens, caviar. J'avais mes Halo, j'avais mes KOTOR, j'étais très content. Halo aujourd'hui c'est différent, mais KOTOR j'attends la suite. Qui a été annulé d'ailleurs. Qui a été annulé. Ouais, ici on parlait maintenant du coup des résultats fiscaux de Nintendo, parce que Nintendo, eux, ils parlent du coup du premier semestre fiscal de l'année 2023-2024, c'est-à-dire à partir d'avril à septembre. C'est écoulé 6,84 millions de Switch, qui a une endurance incroyable. Il y a de fortes chances qu'elle double la DS. Oui, mais là de toute façon, dites-vous qu'avec 6 millions, on est sur la pente descendante. Oui. Que là c'est bientôt le clap de fin, hein, on le dit à chaque fois, mais à chaque fois elle est là, elle est assise dans le feu et elle te regarde, elle te fixe, elle continue de se vendre. Quoi, tu veux dire Nintendo Switch 2, c'est ça? Bah non, je dirais rien du tout. Tu veux le dire? On y reviendra, mais je peux caser l'actualité tout de suite. Oui, c'est ça. Voilà, bon, ça a été annoncé, il y a eu Shintaro Furukawa, qui a le PDG donc de Nintendo actuel, qui a fait une déclaration de presse au moment de ces révélations de bilan semestriel, qui a dit que toutes les rumeurs actuellement qui tournent sur une potentielle Switch 2, donc il a dit la suite de la Switch, sont fausses. Donc
On en avait pas parlé la semaine dernière parce qu'on n'était pas là la semaine dernière, mais on aurait pu en parler de Digital Foundry qui avait fait sa petite enquête sur le processeur de la Switch en lien avec Nvidia, DLSS 3, etc. Il y a le brevet qui a été déposé. Le brevet déposé, etc. Tout ce qui vous semblait, on va dire, crédible, parce que là, on parle même pas des rumeurs fantaisistes, hein, mais des rumeurs crédibles ont été balayées par le PDG Nintendo. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Peut-être qu'il essaye de se protéger. Oui, peut-être qu'il essaye juste de gagner du temps aussi. Voilà, de gagner du temps, etc. Mais voilà, il a coupé court à tout ça. Il a dit non, tout ça c'est faux. Il a même pas botté en touche en faisant de la langue de bois. Il a dit non, c'est pas ça. C'est faux. Toutes ces rumeurs sont infondées. Voilà. Maintenant, vous pouvez croire ce que vous voulez croire. Digital Foundry et son travail, les différentes rumeurs fantaisistes qui peuvent. Vous avez le droit d'y croire si vous voulez. Toujours est-il qu'on a eu un démenti officiel pour le coup, un vrai démenti. On va peut-être revenir du coup maintenant à Nintendo. Donc 132 millions de Nintendo Switch, en sachant que y en a 4 par foyer. Presque et demi. Oui, presque et demi. Ça reste malgré tout un sacré record qui positionne de toute manière toujours, bon ça on le savait, mais depuis le dernier bilan semestriel, c'est la 3e console la plus vendue de tous les temps. Donc derrière la DS et derrière la PlayStation 2, qui a plus de 155 millions d'exemplaires. Donc il y a une sacrée marge pour rattraper le top 1 et le top 2, qui est de quand même 20 millions, 25 millions pour espérer les doubler, mais qui est faisable. Il y a les ventes de la Xbox entre la Switch et la PS2. Oui. Oui, voilà. Faut vendre autant d'Xbox sur toute sa période. Oui. Est-ce qu'on donne le petit grain de sel à Victor? Il n'y a aucune console Microsoft dans le top 5. Oui, mais il y en a une dans le top 10. Oui, c'est bien. C'est la Xbox 360. Ouais, tu veux mettre un grain de sel. Je sais que j'ai dit nous, mais... Non, mais c'est trop tard. Maintenant, tu es Phil Spencer. Mais j'aimerais bien recevoir un chèque. Tu vois la bouche de Sauron? Oui. Tu es la bouche de Phil Spencer. C'est moi. L'évolution moyenne mobile, donc du coup c'est pour comparer, on va dire, donc c'est Oscar Lemaire qui fait des comparaisons entre différentes consoles qui montrent qu'effectivement il y a une énorme longévité de la Switch. C'est assez fou parce qu'on est peut-être sur la fin, mais c'est une fin qui dure. On est sur un lent crépuscule de la Switch qui décidément continue à se vendre. Et elle veut pas se laisser abattre. Elle veut pas se laisser abattre. Elle va arriver à ces chiffres de la DS. Et c'est pour ça qu'on dit que peut-être que effectivement elle arrivera à doubler la DS parce que sur la fin, sur le temps long, elle peut espérer grappiller quelques On peut places. dire qu'elle est en train de ramper, mais elle le fait exceptionnellement vite. Elle est très très forte à ce niveau-là. C'est assez incroyable. Vente Switch qui, pareil, les ventes des jeux Switch, pardon. Vous ne trouverez pour l'instant pas de jeu à moins de 50 € dans les bacs d'occasion. C'est pas prêt de changer. Donc on a 97 millions de jeux qui ont été vendus sur Switch sur ce semestre. On a eu un peu plus de précision sur les chiffres. Zelda Tears of the Kingdom qui a 19,5 millions, donc il a eu un départ canon à 18,5 à sa sortie. Mais là, il semble peut-être souffrir d'une beauté en touche. Non, peut-être un peu ralenti, mais bon, on verra sur la longue durée. Oui, est-ce qu'on peut parler de ralenti pour un jeu qui dépasse les 30 millions d'exemplaires vendus? Mais je pense qu'il va moins se vendre que Breath of the Wild dans la mesure où il arrive en fin de vie et qu'il sera pas accompagné d'une hype progressive de la Switch. Donc tu voudrais dire que c'est ils ont promis de ne pas faire de DLC. Ouais. C'est un jeu qui réutilise un petit peu, partiellement au moins, les assets du jeu précédent. Il est vu comme une espèce de suite, mais pas trop. On comprend pas son statut. Et quand même presque 20 millions. Je ne parlais pas de la Switch, je parlais de Majora's Mask. Après 19,5 millions pour un jeu, je pense qu'il y a beaucoup de sociétés qui aimeraient faire ça. Hein. Ouais, et surtout, ça fait même pas 6 mois qu'il est là. Hein, et ça fait pas 6 mois qu'il est là. Et on a le rappel que Zelda Breath of the Wild, lui, continue à se vendre tranquillement. 31 millions d'exemplaires, dont 1,33 rien que sur les 6 derniers mois. Et ça, c'est sans les exemplaires Wii U. Il y a beaucoup de développeurs qui aimeraient vendre 1 300 000 jeux en 6 mois. Tu vas dire ça à chaque truc. Pikmin 4 écoulé à 2 610 000, ce qui en fait la meilleure vente de la série. Belle victoire pour Pikmin, très sincèrement. Bravo. Mario Kart 8, qui c'est bon, 3 millions sur ces 6 derniers mois. Aujourd'hui, c'est 57 millions de Mario Kart 8 Deluxe qui sont vendus. 65 millions si on compte la version Wii U dans le lot. Ça en fait un bien beau record. Pokémon Scarlet et Violet qui intègre le top 20 des meilleures ventes de l'histoire de Nintendo. Très beau, très beau boycott. Ouais, très excellent beau. Boycott. Après, encore une fois... Moi, je tiens le coup, je suis content, je t'avoue. Encore une fois, ça a été un top départ. Mais moi, je serais très curieux de voir l'impact que le jeu aura sur la suite, sur le long terme, sur les prochains jeux Pokémon. Je pense qu'il y a beaucoup de déçus dans le lot. Ça fait quoi
3 générations qu'on se pose des questions sur l'impact à venir. Bref, continue. Il va arriver au bout d'un moment. Là, pour le moment, là, c'est très compliqué. Donc, malgré contexte de fin de vie, donc je vous lis le thread, les résultats financiers de Nintendo sont toujours aussi exceptionnels avec un bénéfice net record. Encore une fois, bravo le veau. Nintendo va très bien. Bénéfice net opérationnel de 1,7 milliard. Enfin, 1,7 1 milliard 700 millions. 1 milliard 700 millions. Putain, j'ai du mal. 1 milliard 700 millions d'euros. Un chiffre d'affaires de 4 milliards 990 000 quasiment 5 milliards. 5 milliards de chiffre d'affaires. C'est vénère. On a l'activité produits dérivés qui a eu un gros boom, notamment grâce au film Mario. Oui. Au parc d'attractions aussi. On est sur des chiffres qui sont plutôt bons. Donc Nintendo va très bien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise de plus Moi j'adore cette statistique chiffre d'affaires pour les produits dérivés, plus 133%. Grâce au film, notamment. Oui, entre autres, ouais. Voilà. Donc, écoutez, Nintendo va très bien. Peut-être pourront-ils proposer autre chose que des manettes pro en récompense à certains événements. Nintendo n'a toujours aucune raison de préparer la next-gen. Ou de licencier. Ou de licencier, c'est... Voilà. Donc, c'est un rock. Voilà, c'est un... Pitié, faites une suite, nouvelle console. Juste, voilà, on le sent quand même, pour essayer de temporiser tout ça, qu'on est sur une fin de génération en termes de jeux. Elle en peut plus, ma Switch, tu sais, je la rallume tous les 2 ans, elle fait arrête. Dites au revoir à ce Tegra. Laisse-moi mourir. S'il vous plaît. Non, mais même au-delà de ça, c'est en termes d'ambition sur les jeux. Bon, on va se taper des remakes qui vont arriver. On a une suite à Smooth Move. Je suis très content, mais c'est pas le genre de choses que... C'est vraiment, tu meubles jusqu'à la fin, quoi. Tu sens que là, on est sur une période de meublage qualitatif. Non, mais le truc, c'est que Smooth Moves, il a des raisons d'être un jeu de lancement. C'était un des jeux de lancement de la Wii, il est sorti très très tôt. Enfin, lancement, je sais pas s'il est sorti en même temps. Si, en même temps. Il exploitait parfaitement le hardware de la console. C'était un peu une démo technique du motion gaming. Qui n'aura jamais fait mieux. Non. Personne n'a fait mieux en motion gaming que Smooth Moves. Donc je pense que c'est dommage qu'il arrive en fin de gen. Ouais. C'est pas là qu'il va briller. Eh ben c'est bien. Tant pis. Tant pis. Et mais au reste du ce qui reste de Nintendo, on a le Super Mario RPG qui arrive. On a Paper Mario la porte millénaire qui arrive. Voilà. Comment dire, j'ai fini ces jeux dans les années 2000. Moi, j'ai pas fait Paper Mario, donc je suis assez content, mais vous voyez un peu l'idée quand on parle de... Comment ça, t'as pas fait Paper Mario ? J'ai jamais fait... C'est quoi Super Mario RPG, pardon. Ah. Comment ça ? On a fait un podcast ensemble dessus. Non, il a fait semblant. Paper Mario, je le referai parce que je suis très content. Moi, tu me dis de refaire Paper Mario la porte millénaire, je te le refais quand tu veux. C'est un petit jeu doudou, tu vois. Donc le refaire en remake, ça sera très intéressant. C'est Super Mario RPG que j'ai jamais fait, donc ce sera l'occasion pour moi de découvrir. Mais voilà, pour conclure là-dessus, tu sens que c'est vraiment la fin. On n'a pas de projet ambitieux. Le dernier jeu vraiment ambitieux de Nintendo, Peach. C'était Tears of the Kingdom en termes de gros triple A qui découle. Il y a eu la surprise Mario Wonder que je vous avoue que je m'attendais pas, qui était un peu le bonbon de fin d'année. Du reste, tu sens que c'est soit de l'expérimental avec Peach, soit du meublage. Oui. Parce que Peach, c'est pour voir si on... Je vois le projet Peach comme étant une tentative de voir si le personnage il est assez fort pour la génération suivante, pour voir si on peut l'exploiter. Tu vois, je le vois un peu comme ça, un petit peu comme le retour de Luigi's Mansion. L'été fut un temps. Ouais. D'ailleurs, on n'en parle pas souvent, mais il y a aussi le remake de Luigi's Mansion 2. Je dirais que le jeu... Le portage, pardon. Ironiquement, enfin pas ironiquement, je pense qu'on va se quitter sur cette information-là, mais le test sur Luigi, pour moi, c'était ce qui s'est fait avec la fameuse année de Luigi, de l'époque de la Wii U, et ça a marché. Et ils se sont dit, on va refaire des Luigi's Mansion. Ouais. Et donc, je pense que Peach, faut le voir aussi comme une tentative, de voir ce qu'il en est l'année du public jeux vidéo, quoi, sur l'année pas l'année de Peach, mais au moins ce jeu-là, c'est... On teste des trucs, et de toute manière, ça se vendra parce qu'on est sur Switch et qu'il y a 135 millions de consoles. On sera rentable si on vend 2 millions de Princess Switch. Donc on verra ce qu'il en est. Merci en tout cas à toutes et à tous de nous avoir suivis sur ce podcast. Merci Elena. Mais de rien, et merci à nous avoir écoutés. Merci beaucoup Victor. Merci. Enfin, devrais-je dire la bouche de Phil Spencer. Et merci beaucoup Microsoft est satisfait. De rien. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Ciao. Salut.